Le Cameroun bascule de plus en plus dans des dérives liberticides. Selon le porte-parole de Maurice Kamto, Bibou Nissak, une vingtaine de militants du MRC vient d'être interpellés au marché Mokolo à Yaoundé, alors que ces derniers nettoyaient les rigoles des lieux dans les cadres des activités d'investissement humain en faveur de la semaine de la femme. Il se trouverait en ce moment même, selon le porte-parole de Maurice Kamto, Bibou Nissak, au commissariat du marché Mokolo. Il faut rappeler que cet investissement humain rentre dans les activités du territoire national des femmes du MRC. On voit très bien que là encore on est clairement dans ce qu'on pourrait qualifier de dérive liberticide. On parle également ce matin du secrétaire adjoint donc aux États-Unis pour les affaires africaines, Tibor Nagui, qui a clairement dit au gouvernement camerounais qu'il était plus sage de libérer Maurice Kamto puisqu'il est perçu comme ayant été incarcéré pour ses activités politiques. Lui qui sera au Cameroun le 17 mars prochain en visite et qui va tenter de faire entendre sa position au gouvernement camerounais. Madame, monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision 10-12 le Zénith de ce mardi 5 mars 2019. L'équipe est en place. Vous, monsieur Batchou, Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Charles Amel Batchou, qu'on va retrouver à 10h30 dans le cadre de la colère. On vous invite donc à rester avec nous et de ne surtout pas bouger d'où vous êtes. Également sur le plateau ce matin, Karine Santia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Camerco, dans la tourmente, la compagnie aérienne nationale est en pleine zone de turbulence, des annulations intempestives de vol, faute d'aéronefs. 4 avions sur 5 sont cloués au sol. Le personnel est en attente de plusieurs mois de salaire. Le décollage tant annoncé a du plomb dans l'aile pour certains passagers. Camerco fait tout sauf de transport aérien. Voilà, avec Karine Santia, madame, monsieur, le rendez-vous est pris pour 11h05. Ce sera la revue des réseaux sociaux dans le 10-12 le Zénith. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Fopoussi Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Je veux comprendre une chose. Madame la ministre des enseignements secondaires conduit une forte délégation à Kribi pour que les femmes de ce ministère, de son département ministériel, puissent essuyer les larmes, ce n'est pas mon propos, ce sont leurs propos, des enfants des déplacés, notamment du nord-ouest et du sud-ouest. Après avoir essuyé les larmes, on fait comment, madame? C'est vous les femmes, la mère de l'humanité. Ils se sont déplacés, ils ne vont pas à l'école. La journée internationale des droits de la femme arrive, vous essuyez les larmes des enfants. Non, ce n'est pas tout. Quand on essuie les larmes, on donne le lait, on donne la nourriture et on envoie l'enfant à l'instruction. Maintenant, l'éducation à la maison l'ont perdu. L'instruction, ils ne pourront pas l'avoir. Et c'est vous, le ministre en charge de l'instruction. Regardez bien de près. Et vous êtes à Kribi. C'est bon. Il y a 2 arrondissements. Mais que feront les autres des 359 arrondissements qui restent? Il y a partout des enfants déplacés. Madame Nalova Lyonga, qui à l'occasion de cette visite dans l'océan, donc à Kribi, a également noté que le matériel informatique dans l'établissement scolaire de ce côté-là se dégradait à un rythme inquiétant et elle semble vouloir s'offusquer de cela en appelant le personnel de ces établissements scolaires à prendre soin de ces ordinateurs-là parce qu'on ne peut pas chaque année demander à ce que l'État puisse doter les établissements scolaires en matériel informatique et pourtant on pourrait bien se battre à conserver ce qu'on a sur place. On note ici des machines parfois qui manquent de souris ou qui manquent de clavier ou passent ces claviers ou passent ces souris ou passent clairement les on va dire les disques durs de ces machines-là. Donc elle tire donc la sonnette d'alarme sur cette question-là, madame le ministre des enseignements secondaires, pour tout
les établissements scolaires du Cameroun. Madame, Monsieur, démarrons l'émission de ce matin avec la première articulation. Voici pour vous l'histoire du jour avec Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté du Carrefour Papa Tani. Carrefour Papa Tani, c'est un village dont à Bonne 10. Et ce matin, on va parler des enfants qui jouent l'alcool. La bière, c'est l'alcool. La jonc, c'est la bière, pas bonbon. Voilà un enfant de 16 ans qui jongle derrière sa chose. Qui boit. Vous savez ça comme part. Je n'étais pas là dimanche, mais j'ai eu les farces. C'est une proche à moi qui était à un anniversaire dimanche. Elle me dit qu'elle a vu un couple se gâter parce que leur fils de 16 ans buvait la bière. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit qu'elle aussi, elle est partie comme invitée. Arrivée, elle a trouvé un couple assis. Il y avait aussi les enfants. C'était l'anniversaire d'un enfant. Quel temps ses tympans et ses yeux, que voit-elle? Un enfant de 16 ans à qui le père s'adressait. Que ça prenne fin. Je ne veux plus entendre ça. J'ai dit que ça prenne fin et la mère de l'enfant s'opposait. Ils sont arrivés à l'anniversaire, au moment de boire, lui il a pris que les petites bières là, il buvait. C'est ce que ma tatara m'a dit. Maman Alice. Maman Alice de Mbopi, c'est ma copine. Elle me dit que du coup elle était... Oui, c'est Maman Alice de Mbopi, c'est ma copine. Tellement elle était scandalisée qu'elle a dit que tendance. Comment un enfant de 16 ans peut boire la bière? Quand le père veut parler, la mère s'oppose. En disant que non, même aux tout petits, je leur donne souvent. Quand je leur demande d'acheter la bière, ils achètent. Après, je prends le gobelet, je goûte. Je donne un peu à chacun. Et du coup, maman Alice s'était scandalisée. Elle m'a demandé de parler de ce problème. Moi, particulièrement, je n'étais pas là. Mais ça s'est passé au Carrefour Papa Tani. Ceux qui étaient à l'anniversaire savent de quoi je parle. Ces couples qui se sont gâtés à cet anniversaire parce que l'enfant de 16 ans boit derrière la bière. Il était derrière la 3e bouteille. C'est ça qui a attiré l'attention de ma copine. Elle m'a fait appel pour me dire. J'ai aussi dit que je ne pouvais pas garder seule. Il fallait aussi que je partage avec vous. Vous les téléspectateurs charmeurs là. Vous les téléspectateurs envoûteurs. Non, envoûtants. Vous qui nous avez envoûté. Attends. Vous qui m'avez envoûté. Les envoûteurs ou les envoûtants. Je ne sais pas. C'est la même chose. C'est les envoûteurs. Vous nous avez envoûtés, chers téléspectateurs. Donc on partage ensemble ce matin. Est-ce que les enfants doivent prendre l'alcool? On doit prendre la bière à partir de quel âge? Je ne sais pas si la question est bien posée. Oui, tout à fait. Est-ce que ce papa a le droit de s'opposer que son fils de 16 ans ne peut pas goûter à l'alcool? Il est encore élève. Comme tu entends la magie là, donc il aime lui que la bière. Il boit la bière. Est-ce que la mère a le droit de donner même la bière aux enfants? Comme elle a dit que non, elle disait à son mari que ouais, ça ne pose aucun problème. Même quand j'envoie les tout petits là, je leur goûte un peu. Est-ce que vous, les femmes là, vous donnez aussi les bières à vos enfants? Vous avez commencé à boire la bière à quel âge? Mes questions elles sont bonnes, Eric. Très bonnes. Ok. Très bonnes. C'est bon. Je coupe court. Ok. Et je vous reviens. En tout cas, j'ai commencé l'émission de ce matin avec l'introduction en parlant ici d'un Cameroun qui bascule de plus en plus dans des dérives liberticides. Je voudrais une fois encore solliciter le même phrasé, mais je remplacerai dérive liberticide à dérive sociétale, parce qu'on voit très bien là qu'il y a des choses non conformes à ce qui devrait se faire. Je voudrais ici convoquer ces réunions familiales où vous avez des jeunes gens, 15 ans, 16 ans qui arrivent et qui, lorsque vient le moment où on partage une petite boisson pour se dire un tout petit peu, on s'amuse un tout petit peu, ces enfants-là n'ont aucune honte à commander eux aussi leur part de boissons alcooliques. Je tiens à dire, d'ailleurs, quand je parle de moi, je parle de vous, le moi et Aïssa, certes, mais je voudrais dire que même à mon âge aujourd'hui, j'ai de la peine à boire la bière devant mon père. Hein. J'ai de la peine
qu'on soit assis ensemble et que je commande à boire de la bière, pour moi, c'est comme un manque de respect, c'est comme une insolence. Et pourtant, d'ailleurs, je bois parfois, mais devant lui, j'ai de la peine à boire de la bière. Donc, c'est vous dire comment on est en train de basculer dans ces dérives sociétales qui ne disent pas leur nom. Et on voit très bien qu'avec ce cas-là, c'est un enfant qui a 16 ans et qui décide de prendre l'alcool devant des aînés. Bon, est-ce que on va, au nom de l'évolution du temps, de l'évolution telle que vantée, accorder à ces enfants-là ces choses-là, on leur concéder ces parts d'autonomie à choisir s'ils doivent boire ou non de l'alcool. Il y en a qui vous disent que quand ils boivent l'alcool, ils sont plus intelligents. D'ailleurs, moi, je sais pas quel lien ils font avec ça. Vous avez un enfant qui vous dit, quand je bois un sachet de whisky, je calcule bien les mathématiques, je fais bien les fonctions exponentielles. Je n'ai jamais compris par quelle magie ils font ça. Mais voilà, c'est les discours qu'on peut entendre, farfelus, qu'on peut entendre ci et là, avec ces jeunes qui, désormais, sont assez libres de faire ce qu'ils veulent. Alors bon, bien, commençons par vous. La question posée par Tendance ce matin, quand même, n'est pas une question tendancieuse, mais elle mérite au moins qu'on s'y penche. La question de la jeunesse et de l'alcool. Un jeu. Oui. Un jeu ou quoi, Eric? Oui. Mais justement, je partage votre introduction, sauf un point. D'accord. Qui va meubler mon argumentaire ce matin. Vous avez dit, face à l'évolution du temps. Qui vous a dit que le temps évolue? Je préfère encore peut-être le terme changement. Moi, je constate que nous sommes en train de régresser. Et pour revenir là, je vais utiliser l'expression du professeur Mendoza qui parle de déviance. Le problème soulevé par ma fille Tendance ce matin, vous ne saviez pas, ça a fait l'objet d'un débat ici au Cameroun. Débat, je pense qu'il s'est tenu à Yaoundé du 6 au 11 avril 1987, un colloque sur la famille en Afrique noire. Et le thème, et justement là aussi, il y a un nouveau thème qui est arrivé, une nouvelle expression. On parlait de la parenté responsable. Ça a tellement embarrassé vous qui êtes allés à l'école que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas quel contenu donner. Précisément parce que la notion même de famille, selon vous qui êtes allés à l'école, vous ne pouviez même plus vous y accorder. Il y en a qui vous parlent une notion juridique sur le plan, le législateur définit la famille comme étant, bon, on répète. Le sociologue définit la famille comme étant, on répète. D'accord. La notion anthropologique définit la famille. Bon. Voilà, vous vous perdez dans ces choses-là au point où, je pense que si vous organisez un tel colloque aujourd'hui, il y en a qui vont vous dire, oui, famille nucléaire, la famille, c'est l'homme et la femme et son enfant. Après, il y a des expressions du genre, mon demi-frère, ma demi-sœur. Bon, vous voyez, là où vous nous amenez dans des trucs. Mais pour aller de manière claire, je me rappelle encore de cette intervention. Aujourd'hui, elle est décédée, paix à son âme, une femme de grande valeur, Emilienne Gobassé. À l'époque, je pense que c'était au ministère des Affaires sociales. Elle a été même secrétaire générale du ministère de la Santé publique à un moment. Oui. Elle avait donné des orientations qui me semblent claires. C'est-à-dire que attirer l'attention des parents qui ont perdu, parce qu'elle ne s'était pas seulement limitée au fait que les parents ont perdu leur responsabilité dans l'encadrement, mais elle allait plus loin en attirant leur attention sur, effectivement, on parlait de crise économique, sur les méfaits de la crise où notre engagement, alors notre perte de valeur lorsque tout le monde est allé chercher de l'argent. Papa travaille, maman travaille. Et ça a rajouté d'autres déviances. Je prends encore là le propos du professeur Mendoza qui dit, mais même la femme, quand le lait ne coule pas, quand le sein ne coule pas, vient d'accoucher, on lui donne une certaine bière. Et elle aussi, là-bas, vous entendez ça. Et les gens croient à ça. Ça, oui, ça fait couler le sein. Oui. Bon, l'enfant pleure trop. Bon, donne-lui un peu là. Donne-lui un peu de Donc, on saoule l'enfant, on le lit et voilà. Et maintenant, l'enfant, quand il commence à grandir, il sert souvent la boisson, ils n'ont pas ton attitude, je t'apprécie pour cela. Oui. Il goûte d'abord. Papa m'a envoyé, c'était la bière ou même le matango. Un goût, nous on ne goûtait pas. Voilà.
on ne goûtait pas. Et justement, il faut amener l'enfant à savoir que ça, je ne dois pas boire la bière. Je ne dois pas boire l'alcool. Je parle de l'alcool en général. Oui. Et même s'il faudrait que je prenne un tutu, je me cache. Donc, l'enfant doit être dans les dispositions de savoir que s'il prend de l'alcool, il est condamnable. Voilà. Le point. Voilà un peu l'orientation. Mais bon, est-ce que le gouvernement qui avait organisé ce colloque à l'époque, ce fameux colloque à l'époque avec la Société africaine de culture, est-ce qu'il revoit même est-ce qu'on n'est pas là dans un contexte d'enfant roi au lieu de l'enfant sujet? Je rappelle encore, pour dire que je me rappelle encore de notre adolescence, on voyait très bien que boire la bière, on disait la bière a un goût amer. Nous n'aimions pas la bière. C'est-à-dire que c'était une question de détestation du goût de la bière. C'était pas un goût sucré. Et comme nous buvions nos jus, c'était sucré. Donc c'est ce changement, comme vous l'avez dit, de paradigme à une vitesse grand V qui pose problème aujourd'hui. Oui, absolument. Oui. Et justement, lorsque vous laissez un enfant de 7 ans commander toute une famille, vous voulez quoi? C'est-à-dire, il n'a pas lavé les assiettes comme vous le lui avez recommandé. Il n'a pas puisé l'eau. Encore qu'eux ne vont même pas à la rivière comme nous. Nous, on portait les assiettes de la terre. Il a même l'eau à la maison et le réfrigérateur est vide. Or, c'est eux qui ont bu tout l'eau glacée qui était. Ils ne peuvent pas. Il vous dit, si vous ne dites pas s'il te plaît, je ne vous donne pas à boire. Mais ce n'est pas possible. Et vous dites, oui, s'il te plaît, mon bébé, donne-moi à boire. Bon, vous laissez un enfant de 7 ans commander la famille. Oui, tout à fait. Et j'ai vu ça dans une école ici, je cite le nom parce que vous pouvez le voir aujourd'hui, les écoles françaises qui sont ici. C'est-à-dire où les enseignants et les élèves se passent les mégots de cigarettes. Bon, et vous me dites que c'est ça l'évolution. J'ai dit non. Donc en fait, ressortons pour le cas de notre pays, parce que nous parlons dans un cas, on est dans une situation rocambolesque de déviance qu'il faut redresser. Ressortons peut-être les actes de ce colloque-là et on verra sûrement quelle est la responsabilité, même nous qui travaillons, madame travaille, monsieur travaille, et que l'enfant sache que jusqu'à 22 ans au moins, il ne doit pas boire l'alcool. Et même 25 ans, pourquoi? Il ne doit pas boire l'alcool. Donc en fait, il ne peut se permet de boire l'alcool que lorsqu'il sera en mariage. Tout à fait. Mais sous ton toit, non. Il doit se cacher. Très bien. C'est pas possible. Alors, je pense que Madame Thérèse Abenoy Ondoa, la ministre de la promotion de la femme et de la famille, nous regarde ce matin. D'ailleurs, on nous signale ça l'intéresse même au PD chef. Non, merci beaucoup. Voilà. Donc, c'est une question qu'elle doit prendre à bras le corps, hein, Madame le ministre. Cette question de la parenté responsable et ce fameux colloque que nous rappelle ce matin Bengane. Alors, Chalamel, on est clairement là, on nage clairement là en plein délire. C'est votre point de vue aussi? Monsieur Eric Fopoussi, commencez à retirer le nom de la personne que vous venez d'appeler là. Elle ne fait rien pour le pays. Donc vraiment, commencez à retirer son nom du gouvernement, de cette affaire. Non, on a eu les enfants qu'on a violés à Konsamba. Elle a fait quoi? On a un Suisse qui est arrivé, il a abattu tous ses enfants. On a fait quoi? On a violé les enfants vraiment. Laissez la femme là tranquille. On va lever son nom dans nos affaires. C'est elle qui doit démissionner. Oui, c'est ça que je veux dire à l'air. Non, mais moi, monsieur Fopoussi Negou doit l'interpeller. Mais monsieur Eric Fopoussi, cette femme a échoué sur toute la ligne. Et je crois que la querelle de l'homme ne devait pas se porter avec son fils, mais plutôt avec sa femme. Monsieur Eric Fopoussi, lorsqu'on a à la maison, lorsqu'il y a une célébration, c'est la maman qui habille sa fille. C'est la maman qui donne les bijoux, ses bijoux à sa fille. Très bien. En disant que comme tu pars là, fais attention, les hommes vont te regarder, tu es belle ma fille. Ma fille, ne danse pas beaucoup, de peur qu'on pense que tu es vulgaire. Ma fille, sois posée. Et pour arriver à cela, monsieur Eric Fopoussi, la maman entraîne sa fille dans les petites cérémonies, les réunions lorsqu'il y a cassation, elle amène sa fille. C'est-à-dire à sa fille, regarde comment la femme s'émancipe, regarde comment les femmes sont posées, regarde comment regarde tata-tel, va saluer tata-tel, pour créer à l'enfant un modèle, monsieur Eric Fopoussi. Lorsque le père appelle l'enfant au salon,
À peine a-t-il fini de causer que lorsque l'enfant sort, la mère appelle l'enfant, ton père t'a dit quoi? Alors c'est automatique. Et c'est les femmes qui créent les conflits. Ton père voulait quoi? Non, papa dit que je vais l'accompagner à une fête. Ah, papa dit que tu vas l'accompagner à une fête. Tu vas même porter quoi? Est-ce que tu as les habits? Charles, je te coupe pas. Les garçons doivent savoir que ça fait partie des degrés d'initiation. Ouais, donc, quand votre maman vous appelle, on ne dit pas tout à une femme, même si c'est votre maman. Moi, ça m'a fait passer le bras de Mbambo que j'ai. Parce que quand on me l'appelle, on dit, tu étais où avec ton père? Je dis non, papa va vous dire, va te dire lui-même. Voilà. Donc, monsieur Eric Fopoussi, est-ce que tu as les habits? Va dire à ton père que tu n'as pas les habits, mais ne dis pas maintenant. Si tu dis maintenant, il va savoir que c'est moi qui te dis. Laisse-le tranquille, en quelques jours, dis-lui. Voilà la complicité qui est entre la mère et le fils. Tout à fait. La mère vient, le fils vient de papa, je n'ai pas les habits. Alors, comment tu n'as pas les habits? Il crée les pauvres avec sa mère, il enlève 15 à 20 000 dans la femme. Va acheter les habits de l'enfant. Voilà le degré d'initiation, monsieur Eric Fopoussi. Comme tu vas sortir avec ton père, je ne serai pas là. Pardon, sois posé. Sois calme. Évite. C'est la maman qui prépare la première sortie du fils avec son père. Et ça encore, c'est une initiation. Le père veut regarder, observer son fils. Il veut voir comment son fils se comporte. Ce n'est pas trop parce qu'il a envie de l'accompagner, mais c'est parce qu'il veut voir à quel stade d'initiation et d'éducation et d'instruction l'enfant est. S'il arrive voir l'enfant qui salue avec tout le monde, qui joue avec tout le monde, il va dire que ton fils là. Ah non, c'est pas un enfant, ça, c'est qu'il a enseigné. Il m'a ridiculisé là où on était. Monsieur, c'est très important. Oui, non, mais alors, on se retrouve à ce niveau, donc la femme n'a pas préparé son garçon. Elle a dit à l'enfant, je pense même qu'elle a ailé, parce que parfois, je vais vous dire, monsieur Eric Fopoussi, si vous êtes arrivé, vous allez voir des parents qui, en cours de route, disent que regarde ce que tu as porté. Regarde l'habit que tu as porté, tu me souilles. Il appelle sa mère. Quel est l'habit que tu as mis à l'enfant dit que je l'ai même vu quand il sortait. Vous voyez, monsieur Eric Fopoussi, jusqu'où les femmes occidentalisées d'aujourd'hui ont fui littéralement leur responsabilité. Voilà donc un enfant qui arrive. Il ne sait pas que l'enfant, ça, les garçons, l'enfant ne cause pas à faire femme. Même à la fenêtre de son père, même dans le salon de son père, il vous est strictement interdit de causer à faire femme. Même dans la cour de votre père, vous ne pouvez pas parler de la constitution familiale, parler de femme. Vous ne pouvez pas parler encore d'alcool. Encore d'alcool, monsieur Eric Fopoussi. Jusqu'à 12 ans, c'est la femme qui achète l'alcool à son mari. Si ce n'est pas la femme, c'est un enfant de la constitution adulte. L'enfant n'a pas le droit de rentrer en contact avec l'alcool, monsieur Eric Fopoussi, jusqu'à l'âge de 12 ans. Encore même la cigarette. C'est strictement interdit dans la tradition. Parce que l'envoyé, c'est l'initié. Comme le disait tout à l'heure Mbambo. L'enfant, il y a des causeries qu'il ne peut... Monsieur Eric Fopoussi, même lorsque vous rentrez dans la maison de votre père, il y a des conversations que vous ne pouvez pas tenir. Qu'il soit vivant ou mort, il y a des conversations que vous ne pouvez pas tenir si vous avez reçu une éducation de qualité. Mais on se rend compte qu'on est face à une occidentalisation et certainement vous serez d'accord avec moi que dans cette maison, le père regarde la télé avec les enfants. Quand le père est assis, les enfants sont assis. Chose qui ne se faisait jamais. Lorsque le père entre, tout s'arrête. Les enfants disparaissent. Les enfants ne viennent que lorsqu'ils sont convoqués par le père. Le père appelle, comment était la journée, tout s'est bien passé, y a-t-il eu un problème, on échange, on discute, monsieur Eric Fopoussi. Mais aujourd'hui, c'est les parents qui observent la télé avec les enfants, qui voient comment on s'embrasse, à des moments même qui ont de la peine à saisir la télécommande pour zapper une scène érotique qui est en train de se passer. Père, fils et fille sont assis, sont en train de regarder une scène érotique, le père ne peut pas attraper la télécommande pour zapper, les enfants ne peuvent pas, vous entendez seulement... C'est les gens qui toussent pour dire que l'affaire c'est compliqué, mais qui va toucher la télécommande? Donc on a véritablement dénaturé la société camerounaise. Et moi je confirme ce que vous dites, hein, généralement. Mais, et un enfant de 10 ans peut même aller sur manga, alors que tu regardais un journal. Voilà. Alors, tu dis que papa, moi je prends manga. Je confirme ce que vous dites, hein, Charles Amel. Normalement, quand le père arrive au salon, les enfants doivent chercher donc à leur route. Comme on dit, parce que nous, c'est ce qu'on faisait. Hein. Voilà. Papa arrivait au salon. Aujourd'hui, on vous dirait que vous êtes un dictateur. Chacun se cherche. Quand on entend sa voix dans la cour, voilà. On fait attention à ce qu'il trouve au salon. Même jusqu'à présent, même quand vous avez... Même à l'heure actuelle, on l'a dit. Bien sûr. Lorsque vous entendez sa voix, on arrange le salon, disparaît momentanément. Mais tel que j'ai entendu, on m'a dit qu'il est arrivé là, il est où? Il
il te rappelle avant que tu viennes. Quand il arrive, il dit que ouais, mais vous me fuyez, mes enfants. Mais vous me fuyez, pourquoi? On dit que même. C'est le respect. C'est ça, c'est le respect. Donc, Karine Santier, allez-y, vous aussi, sur l'histoire de ce matin. Je pense que nous sommes arrivés quand même à une dépravation des mœurs et même de nos propres réalités. L'alcool, c'est quand même une chose, c'est écrit dessus, 21 ans, parfois 18 ans. Donc, loin d'être dans des propos traditionnels, c'est écrit sur les Ce n'est pas écrit dessus. C'est écrit dessus. Je dis, ce n'est pas écrit. Non, mais c'est écrit dessus. Au moins, de 18 ans même. Vous lisez ça comment? Je ne vais pas citer les entreprises ici. Vous lisez ça comment? Vous lisez ça comment? Vous faites la mauvaise foi. Vous lisez ça comment? C'est pas de modération interdit au moins de 18 ans. Vous lisez ça comment? Allez-y. En fait, moi, je vais pas entrer dans les propos traditionnalistes et autres, mais je vais dire que nous sommes quand même dans une société où on ne fait plus attention à rien. Lorsque vous êtes en public et que vous regardez, vous constatez votre âge par rapport à ceux qui sont là, je pense qu'il y a quand même une certaine conduite à tenir. Et si la maman avait préparé les enfants à ça, je pense qu'ils ne devaient pas arriver là. Si devant elle, ils prennent la bière et que ça ne la dérange pas, il ne faudrait pas qu'elle croie que devant les autres, ça ne dérangerait pas. Parce qu'ils sont quand même en public, c'est plus à huis clos, c'est avec des étrangers qui plus est sont des personnes que forcément elle ne connaît pas. Donc je pense que pour un garçon, on va dire que non, c'est l'homme de la maison, le papa n'est pas là. Mais je pense qu'elle aurait pu quand même faire en sorte que son fils disparaisse des yeux des gens avant de le faire. Parce que c'est très très mal perçu de la société. On va nous dire que ça devient commun de plus en plus, mais c'est très mal perçu dans la société de voir un enfant, un jeune s'asseoir au milieu des parents et prendre une bière. Moi, je me rappelle quand j'étais présidente de l'association des jeunes de chez nous, le jour où on organisait la fin de soirée, j'ai pris un jus. Tous les parents étaient dépassés. J'ai pris le jus. Donc on est venu servir, tout le monde dit non, donne-moi la bouteille de jus. Et les gens étaient dépassés comme si, mais j'étais déjà majeure, je pouvais bien prendre une bouteille de bière, mais non, je suis devant des gens que je connais pas, peut-être que je connais, mais il y a une image de moi aussi que je dois préserver. Donc il y a des choses que, je pense qu'ils ne sont pas préparés à une certaine assise sociale, à affronter le regard des autres face à cette situation. Encore plus grave, hein, Chalamel, d'ailleurs, je vous en parle. Vous voyez un jeune brimbourion, comme vous dites souvent. Nous, à notre époque, il faut préciser que c'est un fruit non mûr. C'est quelqu'un d'immature. Il vous dit, mais grand, il n'y a pas eu bien pour moi. Voilà. Ce petit est d'écaille devant la bière. Voilà. Alors que nous, à notre époque, quand on voyait les grands frères, c'était peut-être avoir un petit jus, je ne sais pas, des biscuits. C'est ça qu'on demandait aux grands frères. Voilà. Mais les gens vous demandent à boire de l'alcool. Monsieur, ne faites même pas l'erreur d'être assis dans un espace de grande consommation. Vous êtes en train de prendre, peut-être, je ne sais pas moi, de vous désaltérer avec des aînés, à vous discutez. Et vous voyez un jeune qui arrive, vous lui dites que bon, fais un tour là, tu prends un petit truc juste pour te désaltérer. Monsieur, il faut pousser en demandant la facture, vous allez voir, on va mettre 2 ou 3. C'est-à-dire 2 ou 3 bières. Les grandes bières. Que je dis, mais attends, je t'ai dit que tu prennes au moins un petit truc. Il dit, mais grand, est-ce qu'on donne une de nos jours? On ne donne pas une de nos jours, c'est 2 ou 3. J'ai sifflé, j'allais au même rythme que vous. Donc, monsieur, il faut aussi, il faut voir jusqu'à quel niveau on a atteint un degré vraiment. Le point de non-retour. Un point de non-retour. Et il y a cette autre fête, monsieur Eric Fopoussi, c'est que vous avez des jeunes aujourd'hui qui ont procédé à un décrochage scolaire. Oui, tout à fait. Parce qu'ils s'assument, ils vont au marché, ils font une activité, ils ne pensent pas à l'âge, monsieur Fopoussi. Ils se fondent dans la masse avec les autres commerçants, avec leur univers. C'est un enfant de 14-15 ans que vous voyez avec la cigarette. Voilà. Il ne se gêne pas à venir fumer à la maison, parfois il fume à l'extérieur. Vous l'interpellez, il dit papa, je suis majeur, je peux dire allez louer. Si tu as besoin, si la bière est trop petite pour moi, je vais sortir de la maison. Il prend celui de sortir. Bonjour la catastrophe, monsieur Luc Fopoussi. Et c'est très grave lorsque les jeunes, ces jeunes-là sont dans la vie active. Hein, parce que tout parent peut comprendre que son enfant n'est pas trop habile à l'école et décide de s'adonner à une activité autre. Peut-être une activité technique, je sais pas, maçonnerie et autres. Mais quand vous voyez ces enfants-là entrer dans la vie active, vous avez l'impression que non. Lorsque vous les préparez, mais vous vous dites non, ils vont, à un moment donné quand même, ils vont commencer à épargner, ainsi de suite, ainsi de suite. Puisque quand on n'est pas allé à l'école quand même, c'est très difficile de s'en sortir lorsqu'on est très jeune. Ce qui fait que, à un moment donné, tu es étonné de voir ton enfant assis au bar, il tape les commentaires, il sourit, il rit aux éclats, et il soulève la grande bouteille de bière qu'en principe même,
Pour toi, le parent, pour boire parfois, tu as besoin d'un verre. Non, mais Oui, remarquez que les industries brassicoles nous ont aidés. Elles ne sortent plus les petits modèles. Elles ne sortent plus les petits modèles. Elles ont aidé, c'est justement ces jeunes en ne sortant plus les petits modèles. Et l'autre conséquence qu'on ne parle pas, mais qui va les atteindre, qui les atteint même déjà, c'est qu'à 40 ans, il ne peut même plus... Insuffisance rénale. Non, il ne peut plus aller avec sa femme. Ouais. Oui, ça c'est vrai, parce que Voilà, donc, je dois vous dire que c'est... Quand à 40 ans, vous ne pouvez même plus y aller avec votre épouse, Oui. alors là, vous verrez vous-même. Non, mais je vous dis que l'alcool, il faut dire ça aux jeunes qui nous écoutent et même ceux qui boivent beaucoup d'alcool. Quand on boit beaucoup d'alcool, on vieillit vite, c'est prouvé, c'est scientifique. On vieillit beaucoup plus vite. Et sur l'apport sexuel, vous ne serez inapte. Voilà. Donc il faut le leur dire là voilà. maintenant. Pour qu'ils se disent que si quelqu'un d'autre prend sa femme quand elle aura 40 ans, voilà, c'est lui qui aura. Allez, tendance. Présent. L'alcool. Moi, on dit souvent que l'organisme a besoin d'un peu d'alcool. Dans tout ce qu'on mange, il y a l'alcool. Que l'organisme a besoin d'un peu d'alcool. Oui, mais c'est comme les bébés. L'organisme fabrique l'alcool. Pas les enfants. Une comme moi, je crois dans ma dose de bière. Je sais que je bois une. Je dandine un peu. Quand c'est deux, je suis derrière à terre, pour ne pas dire trois. Mais si je prends 3 bières de gamme, je parle d'abord 100 jours. Donc, il met encore l'alcool devant. Imaginez ce que ça peut faire. Ou vous avez mis quoi dans l'alcool, ou c'est le charme que vous avez mis dedans, parce que c'est un excitant. Ça fait que quand tu prends une, tu veux tout prendre deux. Mais ils sont capables de te dire que la bière a même changé de goût. Pourquoi c'est même comme ça, non, Charles? Je n'ai jamais mon rien fils fait. Poposi Negua dit, et nous aussi c'était la même chose. Oui. La bière est amère. Donc on repliait. Pourquoi vous ajoutez? À l'époque de nos parents, on ne connaissait pas ça. Mais à nos jours, tu vois un enfant de 16 ans, 17 ans, qui boit lui sa bière. Quand tu veux parler, tu te dis que ça veut ça comparer. Mais viens le voir faire charger les canettes. Des enfants qui cotisent l'argent. Le vendredi, parfois, ils disent que, gars, on se prend où? Ils ont le groupe WhatsApp. Et les parents doivent être vigilants. Choisir les amis de leurs enfants. Maman, quand monsieur parle, il faut l'écouter. Il a le droit de dire à son fils de ne pas boire la bière. Tu pars à une fête. Tu prends jusqu'à 3. Je suis même sûre que si on se taisait, tu allais boire même un casier de 12. Non. On dit que l'alcool nuit à la santé. Oui, c'est vrai. À 16 ans, tu commences à boire. Quand à 20 ans, tu vas faire comment? Tu vas dormir dans les caniveaux. Il faut que les femmes apprennent à fermer leur bouche. Nous voulons quoi à la fin? Quand papa veut souvent parler aux enfants, on sait que oui, c'est nous qui accouchons. On pense aux 9 mois de grossesse. On pense au rester sans dormir. Mais quand même, quand monsieur parle, leçon. Quand tu te poses là, demain, c'est le même enfant qui va aller fumer le banga. Tu ne vas rien dire. Oui, tu ne peux pas dire. Tu vas dire quoi? D'accord. Il va fumer le banga, tu vas parler, il va te dire remets, limite dans toc. Okay. Je connais un enfant qui appelle sa mère Remé. Quand sa mère veut parler de casser, Remé, limite dans toc. D'accord, c'est bon. C'est un enfant qui est encore normal. Très bien, c'est bon. Tu fais terminer au lycée d'Edo. Je vais te fouetter demain mercredi. On va lire quelques messages, juste quelques messages, pas beaucoup de messages parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Quelques messages, Karine Sontia. J'ai eu des problèmes avec le père de ma fille parce que je refuse qu'on habitue les enfants à de l'alcool. L'enfant en question n'avait même pas 1 an. Soyons responsables. Le message n'est pas signé. Un autre message à l'instant. Le problème, c'est aussi l'absence des conseils des parents. Message qui n'est pas signé. Alors, l'histoire est vraiment déplorable. La femme est la mère de l'humanité car son travail premier est de s'occuper de ses enfants car c'est elle qui passe plus de temps avec les enfants et quand une chose pareille se produit, elle doit se plaindre à son mari. Mais là, c'est le contraire et celui qui doit prendre des mesures strictes, mais ça fait mal de savoir que son enfant de 16 ans a choisi une voie pareille. Quel manque de conscience. Ronald Momo depuis PK15. Un dernier pour la route. Un dernier message. Très intéressant, surtout qu'elle nous rappelle la triste réalité qui est celle de la perte de notre essence, le respect d'autrui, de l'aîné, de l'époux, des mœurs, pour ne citer que cela. C'est vraiment honteux pour nous. Du
Courage, voilà, merci. Merci Sans beaucoup vous encore pour tirer dans cette les bas. Je vais pas vous première rappeler. vague de messages, Les mesdames, enfants, messieurs. On va là. tout de suite prendre la colère de Charles Hamel pour enchaîner dans ce programme ce matin. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question des remerciements après nomination dans ce pays. Quel est le montant à débourser pour organiser un meeting de remerciement au chef de l'État? Les meetings de remerciement sont-ils une solution aux problèmes des populations? Je m'interroge. D'où provient l'argent de ces personnes-là qui, une fois nommées, organisent des meetings en ciel m'as-tu vu? Qu'est-ce qui peut justifier toutes ces dépenses démentielles faramineuses où on invite même des artistes étrangers pour célébrer une nomination, sachant que le lendemain, à 13h ou 17h, on pourra être débarqué? Comment expliquer cette incurie ou expliquer le fait que cette incurie soit devenue une porte ouverte à toutes les dérives? Comment comprendre que les anciennes méthodes d'organisation des fêtes au village, en pareille occasion qui avaient été interdites et réprimandées à l'époque, connaissent aujourd'hui un passage en force en lieu et place des messes d'action de grâce? Comment comprendre cette sorte d'escroquerie politique qui consiste à montrer au président Paul Biya qu'ils sont les artisans de sa victoire dans leurs localités respectives? Comment comprendre le fait que les nouveaux promis au gouvernement soient en passe ou sont en passe sous le voile des messes d'action de grâce et meetings de remerciement à Paul Biya de légitimer des pratiques de distraction et de détournement de fonds? Comment comprendre se laisser aller, initié par Paul Biya qui laisse parader ses affidés, qui ne se gêne pas pour se mettre en rang ou en flagrant délit d'oisiveté? Comment comprendre que des gens qui ont des réalisations à faire disposent de tant de temps tous les week-ends pour aller de département en département, répondre présent à des rituels de remerciement? Comment comprendre que des gens qui sont incapables de transformer le Cameroun en un vaste chantier comme il l'a promis, préfèrent parader tranquillement de région en région? Comment comprendre cette effusion de joie à hauteur de millions de francs CFA aux parents, amis, collègues, anciens camarades de classe, frères, cousins, même des connaissances lointaines des élus, emplissent les résidences juste pour dire merci. Merci à vous, monsieur le chef de l'État. Merci à vous, son Excellence. L'a-t-on seulement déjà vu en Hexagone, en France, en Italie, aux États-Unis, où une personne nommée rentre chez lui, fait danser tout le village? Comment comprendre cette mobilisation tout azimut des populations, forces vives, élites et militants qui ne manquent jamais à l'appel? Présence de gens totalement déconnectés des dures réalités de vie, des populations qui pour une seule journée viennent avec quelques grains de riz, des gouttes de bière, des arrêts de poissons pour organiser des meetings qui n'ont aucune incidence sur les difficultés des populations et dont le but est de se positionner dans les hautes sphères de la société. Comment comprendre cette forte mobilisation des secrétaires d'État, ministres délégués, DG des sociétés pour un seul meeting de remerciement inutile et stérile? Rappelons-nous qu'au commencement, la trouvaille des messes d'action de grâce était une idée chère au professeur Gervin Mendozé, alors directeur général de la CRTV, qui au mois de décembre de chaque année organisait un service interreligieux où les imams, les prêtres, les pasteurs venaient dire des prières pour la paix. Rappelons-nous que le 4 novembre 2011, un jour après sa prestation de serment, l'entrepreneur en chef, nouvellement élu président de la République, avait par un service interreligieux très couru, organisé à la cathédrale de Yaoundé,
confié son mandat à Dieu. On croyait qu'il avait fait pour tous ses collaborateurs qu'un an. Après lui, les autres ont suivi. Rappelons-nous que le 23 février 2019 à Mbambang, l'ancien Premier ministre a pris part à un méga giga meeting de remerciement des populations de la région de l'Est au chef de l'État, après la nomination et le maintien des fils de cette région. Mon Dieu, quel aplaventrisme démocratique dans un pays qui espère être émergent à l'horizon 2035. Mon œil. Alors, je dois dire au tout début de cette analyse, décryptage autour de cette colère Charlamel, que là, on retrouve, on va dire, les germes du tribalisme au Cameroun. Cette façon de faire entendre aux gens que lorsqu'on vous nomme ministre, on vous a nommé pour votre village. Et c'est donc l'une des dérives au-delà des dépenses financières faramineuses qui accompagnent parfois, et le plus souvent d'ailleurs, ces meetings de remerciement. On se doit de relever ce facteur clé qui engendre le tribalisme au Cameroun, parce que c'est cette tribalisation des nominations qui pose un problème ici et là. On parlera d'équilibre régional, mais c'est des termes et des concepts qui nuisent au Cameroun beaucoup plus qu'ils ne l'aident. Alors, j'aimerais juste dire qu'en plus des meetings de remerciement pour les nominations, on voit désormais les meetings de remerciement pour le maintien au gouvernement. Alors, c'est quoi? On nage en plein délit, qu'est-ce qui se passe? Donc, on est maintenu au gouvernement, on fait un meeting pour remercier du maintien. Ça veut dire qu'on estime que le maintien qui a été fait n'est pas un maintien mérité. C'est-à-dire que c'est pas le travail que vous avez effectué en tant que ministre qui a occasionné, qui a débouché sur votre maintien, mais c'est, comme on a dit encore ici, l'occasion de le redire encore plus fortement, c'est le bon vouloir d'un chef qui vous met là, qui vous maintient là, et vous devez le remercier tel un dieu. On est clairement dans l'incompréhensible, dans la métaphysique, le surnaturel, la sorcellerie. Permettez-moi d'utiliser un terme cher à feu à Teba Yéné, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, Charlamel évoque ce sujet ce matin. Au Bengen, on va également faire un petit décryptage pour décoder clairement les tenants et les aboutissants de la question des meetings de remerciement au Cameroun. Tout un phénomène. Oui, il y a un phénomène, mais je pense qu'un autre auteur, lui aussi décédé, le professeur Victor Kamga, un ancien professeur de philosophie, il appelait ça le banditisme politique. Vous avez parlé de tribalisme. Non, ce n'est pas le tribalisme. Mais si vous voulez donc prendre le tribalisme, à ce moment, je vous dirais qu'il y a des tribus. Donc la tribu de ceux qui célèbrent leur création envers leurs créatures et la tribu de nous qu'ils piétinent. À ce moment-là, ça se comprendrait. Non, il se passe, c'est le phénomène d'inceste politique. Vous savez, l'inceste, c'est le fait d'entretenir des relations intimes avec votre soeur, votre cousine. Oui. Et voilà. On vous demande donc sur le plan politique d'aller faire ce qui est condamnable en matière politique avec vos gens. Donc c'est ça l'inceste politique. Oui. Et ça entre donc dans le banditisme politique à l'ère du renouveau. C'est un livre de professeur Victor Kamga, je pense, paru en 97, oui, je pense, j'ai pas mémoire, en 97. Donc, il se passe quoi? Ils sont en train de vouloir rectifier ça maintenant, parce que j'ai lu une circulaire dernièrement du secrétaire général du comité central de l'RDPC, des choses qui se faisaient avant où on parlait de l'unité nationale. Je parle de 1966 en 1982 et peut-être un peu en 83. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ils veulent corriger, mais ça ne va pas tenir. On est en train d'organiser, ce parti est en train d'organiser des séminaires. On envoie des gens qui ne sont pas originaires de la région pour animer ces séminaires-là. Très bonne chose si vous mettez ça dans le cadre d'un parti. Je veux dire qu'on voyait les gens ressortissants de l'extrême nord qui viennent faire des séminaires dans le littoral et ainsi de suite. Mais sauf que ça n'a pas tenu. Pourquoi ça n'a pas tenu? Parce que c'est le culte d'un seul homme. Justement, vous n'êtes pas ministre, vous n'avez pas de poste de responsabilité parce que vous êtes méritant. Vous n'avez pas eu ce poste de responsabilité parce que vous servez la République. Mais parmi les 22 millions, on vous a choisi parmi vos frères ou sœurs pour servir un homme. Et c'est ça qui s'est justifié en 1994 par ces propos du premier ministre de l'époque qu'on appelait
Aïsidi Achou Simon, on disait politique Nanjangi. Donc, on veut donc acter l'inceste politique. On dit chacun doit rentrer chez lui pour apporter les voix au créateur universel. Donc, voilà le problème qui se pose. Et donc, d'ailleurs, c'est justement à ce niveau que je faisais ici remarquer et relever que cette manipulation politique, qui est un corollaire de l'inceste politique, vient brouiller l'esprit de l'opinion publique pour montrer justement aux gens que les nominations sont faites sur la base des tribales, mais pas pour... Non, même pas ça, c'est-à-dire, oui, bon, on peut prendre ça parce une instrumentalisation. Oui, il y a une instrumentalisation, mais oui. Justement, pourquoi? Il faut pas voir ça sur le plan tribal. Oui. Il faut voir ça, et c'est d'ailleurs vous et Charles Hamel qui avez trouvé l'expression qui m'a semblé juste, c'est qu'il y a une proximité aérienne. Les gens là, ils se rencontrent entre eux là-bas en haut. Mais, comme c'est des élites, et nous avons vu ici que le concept d'élitisme n'a rien à voir avec l'épanouissement des populations. On vient vous berner. Bon, et terminer l'expression, on vient vous baiser. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle justement nous envoyons ce message aux populations. Parce que même le tribalisme, là, regardez comment ça se passe. Même le sentiment communautaire qui existe. On vous jette ça, mais il n'existe pas de sentiment. Même le communautarisme n'existe pas. Mais nous sommes d'accord. Donc, en fait, c'est l'inceste. On vous berne, on vous malaxe, on vous met dans la farine et tout. Parce que quand vous dites, nous sommes à Douala, est-ce qu'il y a une communauté Sawa? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, la communauté Sawa. C'est-à-dire, il y aura le Ngondo. D'abord, vous avez vu que même le Ngondo, le Ngouane, le tout ça, ils ont transformé en association culturelle, alors que ça n'a rien à voir. Et à quoi? Ils ne vont jamais réfléchir en tant que nous, les Sawa, nous voulons. Non. Donc c'est encore l'élite qui viendra vous bercer. Je voudrais juste vous faire remarquer que on est clairement là dans la notion de fils du terroir au lieu de fils de la République. Parce que même le terroir, c'est pour ça que j'ai dit, en fait, il vient en tant que fils ou fille du terroir. Mais même pour créer, j'allais dire, ce communautarisme, il ne crée pas. Justement. Il ne crée pas. C'est-à-dire que ça aurait pu amener, par exemple, les gens de cette région donnée, et ça aurait donc pu aboutir à la consolidation de l'unité nationale. Mais pourquoi on n'aboutit pas à la consolidation? Puisque lui, au moins, il a les ministres partout. On dit que ce parti existe dans les 360 communes, plus les alliés qu'il a depuis 1992. Donc, en fait, le sentiment tribal, si c'était ça le problème, ça n'aurait pas pu exister. Puisque quand il recueille, en principe, il devait recueillir les souffrances et les doléances des populations, parce que chacun termine en disant nous allons remettre acquis des droits. Mais pourquoi les revendications qui viennent partout, on remet acquis des droits et maintenant il n'y a jamais de réponse? Ça veut dire que en fait, que ce soit sur le plan anthropologique, rien n'est pris. Sur le plan sociologique, rien n'est pris. Sur le plan juridique, sinon les handicapés n'auraient pas de problème. Bon, justement, pour confirmer ce que vous dites, parce que lorsque j'évoque la fibre tribale, c'est pour dire justement à ces populations qui se font berner que le ministre qu'on présente comme votre ministre, c'est une fausseté, c'est un miroir, c'est quelque chose de pas palpable, parce que le ministre, quand on dit un ministre du ONCAM, est-ce que le ministre du ONCAM, comme on dit, parce on a un ministre chez nous au ONCAM, en quoi ce ministre-là vous aide? Puisque c'est une instrumentalisation de votre sentiment. La même paysannerie du ONCAM est autant pauvre que la paysannerie de Véyomé Sala. Et vous le verrez donc venir s'accompagner, venir chanter les youyou, venir manger, je ne sais pas ce qu'on partage là-bas comme nourriture, boire à foison, parce qu'ils viennent accompagner leur fils du terroir qui a bénéficié de la magnanimité d'un homme. Maintenant, est-ce qu'il y a un budget qu'on alloue? Bon, en principe, peut-être. Même moi, alors, Charles Hamel, il y a une autre question qui est née, d'ailleurs, tout récemment sur Twitter. Vous savez que le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lay, est très présent sur Twitter. Et donc tout récemment, il a lui aussi annoncé qu'il allait avoir une cérémonie dans la région de l'Est. Alors, beaucoup de tweetos, oui, ça a été fait en ce moment-là. Beaucoup de tweetos le demandent, mais monsieur le ministre, vous y allez
en tant que ministre ou vous y allez en tant que militant du RDPC? Il y a cette confusion de genre qui, d'ailleurs, il y avait eu l'entête, je pense, un membre de l'entête du ministère qui avait été utilisé à ces fins-là. Monsieur Éric Fopoussi, il parle comme étant un tout. Un représentant de la voix du peuple de l'Est, un représentant des chefs traditionnels de l'Est, un représentant du gouvernement et un représentant du parti au pouvoir. Voilà. Il porte oui, monsieur Éric Fopoussi. Parce que lorsque ça ne va pas, ce sont ceux qui disent aux chefs traditionnels, écrivez ça. Écrivez ça. On entre, ça chauffe déjà sur nous. Écrivez ça. On dit que les chefs traditionnels ont dit ils ont dit ça. Feu. Il reste à dire que vraiment, créateur. Les créatures sont très en colère là-bas. Voilà déjà les trucs qu'on a de la voix. Il dit, le créateur demain, il faut faire croire à la créature. Le fameux mémoranda. Monsieur Éric Fopoussi. Oui. Rappelez-vous même encore, monsieur Éric Fopoussi, et cela peut-être je vais d'abord m'arrêter là, que 16 nominations détruisent. Absolument. Pourquoi, monsieur Éric Fopoussi? Rappelez-vous de la dernière nomination d'un ministre. On a pris l'enfant qu'il avait élevé chez lui. On l'a mis à côté, on a pris l'enfant qu'il avait élevé, on a nommé ministre. Voilà. Monsieur Éric Fopoussi. Quand ce dernier arrive au bilan de traite, comment tu as pu accepter cela? C'est ton père. On t'envoie, tu vas remplacer ton père. Donc ne pensez pas que tout ce qui veut dire vous savez que ça fait feu dans le Mumbo. Il n'y avait pas longtemps, sous l'air de Mela Papé. Oui. On enlève X, on dit ne s'entend pas avec qui là, on dit avec tel. On prend le tel, on met, on enlève le X. On enlève le Y, on met le Z. Monsieur Éric Fopoussi, c'est de la mascarade entretenue par l'entrepreneur chef lui-même. D'accord. En tout cas, merci Charles Hamel. On va, madame, monsieur, arrêter là pour ce décryptage. Ce sera également la fin de cette première partie de l'émission. Nous sommes de retour dans un court instant pour la deuxième. À tout de suite. Ndolo ya Timbanaba. Mesdames, messieurs, nous sommes le mardi 5 mars 2019, Equinox Télévision 10-12 le Zénith. Nous sommes très heureux de vous accompagner sur le plateau citoyen. On va également annoncer, comme je vous l'ai dit le matin, on est clairement dans une forme de dérive liberticide au Cameroun. On ne peut pas admettre cela puisque on voit très bien qu'il y a comme un congestionnement des Camerounais et c'est pas normal dans un pays comme le nôtre, surtout qu'on nous annonce que cette conférence sur les droits de l'homme et des libertés publiques organisée depuis hier par Nouveau Droit de l'Homme NDH avec sa directrice exécutive qui est donc Cyril Roland Béchon vient d'être interdite à Yaoundé alors que ça a bien commencé hier avec la représentante de l'ambassadeur du Cameroun, de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun et le représentant du Haut Commissariat du Canada au Cameroun, mais sauf que pour cette deuxième journée de cette conférence-là organisée à Yaoundé, non loin d'Omnisport à la rue Foué, les policiers sont venus interrompre la conférence. On se demande vraiment dans ce pays, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voulez marcher, on vous interdit. Vous voulez aller balayer, marcher, on vous interdit. Vous voulez faire une conférence, on vous l'interdit. Au final, on est dans l'interdit du tout dans ce pays. Ce qui est regrettable, ce qui est inquiétant pour notre avenir. Alors pour cette deuxième partie, Karine, on va lire quelques messages de nos téléspectateurs. Fort pour diffuser ces meetings. Le message n'est pas signé. Un autre message qui nous parvient à l'instant. Les 3 régions du Nord ont apporté le plus grand suffrage au président de la République, mais jusqu'aujourd'hui, l'instruction a été refusée à ces populations. Elles croulent dans la misère, les routes ne sont pas goudronnées et les hôpitaux sont défectueux. Voilà donc les promesses non tenues depuis 37 ans et pourtant, pendant les cérémonies de remerciement, les 3 ou les 4 fils nominés demandent à ces mêmes population de bénir un homme dans son mécontentement, voilà, dont ils sont mécontents. Ingrid, depuis la cité des enseignants. Monsieur Éric Fopoussi, le comble est que dans ces célébrations, on voit des évêques, et pas des moindres, des évêques, qui sont associés, des curés dont on ne saurait doter de la moralité, associés, des imams qu'on s'est vraiment réservés, venez dire des prières spéciales, sortir des textes même inconnus des pauvres populations
pour bénir des hommes, monsieur Eric Fopoussi. Sortir des livres anciens en disant qu'on va faire une prière spéciale pour le Créateur, monsieur Eric Fopoussi. De quel côté se situe l'Église? Telle est la question que j'ai envie de me poser. Je vais vous rappeler, monsieur Eric Fopoussi, quelque chose qui s'est passé à l'Est du Cameroun lors de ce meeting. C'est une maman qui a eu la possibilité d'approcher un ministre dont je vais taire le nom. Elle a eu la possibilité d'accéder à, enfin, je ne sais pas si on va dire audience ou d'accéder à un fils de la région. Elle lui a dit, vraiment ça fait du bien comme tu es arrivé pour faire, voilà mes enfants, on est au 2e trimestre, on a mis mes enfants dehors. Le ministre lui a dit, madame, je ne suis pas venu pour régler ce genre de problème. Je ne suis pas là, on est venu ici pour faire un truc vraiment. L'autre là, repasser me voir, il faut repasser me voir. Tu connais où tu veux repasser me voir. La femme est sortie en larmes. La personne qui me compte cela, M. Eric Fopoussi, c'est le garde du corps, qui me dit il a vécu une scène qui l'a horrifié, M. Eric Fopoussi. Vous n'êtes pas très gentil. Non, je garde du corps. Il risque pas son travail. Il faudra bien penser à ce qu'il sait. Je n'ai pas donné de nom, M. Non, mais vous dites que ce ministre je n'ai pas donné de nom. Le ministre a question va se reconnaître. Non, il va se reconnaître, M. Eric Fopoussi. Alors, j'aime M. Eric Fopoussi parce qu'ils n'ont pas un, c'est pas un garde du corps en tenue. Vous savez que quand ils arrivent au village, ils ont plusieurs hommes. Moi, je dis garde du corps. Je parle pas de l'homme en tenue, M. Je suis juste inquiet pour ce garde du corps. Non, garde du corps, M. Fopoussi. Vous savez qu'au village, quand ils arrivent, ils ont moins fait un garde du corps, ils n'ont pas un seul. Même le gendarme à qui leur a commis d'office est parfois relégué, on dit c'est les cousins, c'est les frères du village qui l'ont accompagné. Donc, M. Eric Fopoussi, il n'a pas compris, la femme est sortie en larmes. Quelle est donc la raison pour laquelle ils descendent dans des villages comme cela, organiser des meetings avec des véhicules CA, brûlant le carburant de l'État, déplaçant secrétaires, chauffeurs, directeurs généraux, chefs service de bureau, chef bureau de bureau matériel, déplaçant tout le ministère, la logistique du ministère, pour venir célébrer une cérémonie comme celle-là, M. Eric Fopoussi, alors qu'il aurait... Qui n'apporte rien à la République au final, in fine d'ailleurs. Alors, mais qu'est-ce qui a dit aux Camerounais que lorsqu'on nomme un ministre, on nomme ce ministre pour son village? C'est incompréhensible. On nage là en plein délire. Je veux dire, à un moment donné, si vous voulez remercier quelqu'un pour votre nomination, mais faites-le à Yaoundé. Pourquoi aller au village? On est clairement en train d'acter, on est vraiment en train d'acter que dans ce pays, on fonctionne comme dans un régime de parti unique. C'est clairement, c'est ça qu'on pourquoi un ministre nommé un ministre du Nord ne peut pas aller célébrer sa nomination à Banganté ou aller célébrer sa nomination, je ne sais pas, à Matom, ou alors peut-être célébrer à Bomban. Voilà. Pourquoi a-t-il besoin de rentrer chez lui célébrer cette nomination? Encore que les populations de là n'ont même pas travaillé. Qu'est-ce que ces populations ont fait pour qu'on puisse le nommer M. Eric Fopoussi, la nomination discrétionnaire? Certains vous diront que c'est la notion de fief électoral. Même encore, il y a des ministres, vous vous demandez si réellement ils ont une influence. S'ils sont même connus. S'ils sont connus dans leur village. Parce que vous avez des individus, on peut imaginer vous avez des individus qu'on a nommés à des postes de responsabilité, M. Eric Fopoussi, qui n'ont même pas une case au village. Des individus qui sont inconnus au village, mais qui débarquent spécialement pour gagner les Et j'aimerais dire que Jean le Dieu Momo, je pense que son fief électoral, c'est plutôt dans la 5e, non? Tout à fait. Son fief électoral, c'est dans la 5e. Non, pour comprendre ces choses, justement, je vous comprends, vous êtes républicain, vous voulez comme moi aussi. Il faut revenir, quand je vous ai dit tout à l'heure que le semblant de notion de l'unité nationale engagée en 1966 s'est estompé en 1983. À la naissance du RDPC en 1985, il s'est agi de prendre l'administration publique tout entière et la transformer en militant du parti. Ce qui était matérialisé par l'article 184 du règlement intérieur du RDPC, qui faisait de tous les hauts fonctionnaires des militants du RDPC parce qu'ils étaient astreints à une cotisation mensuelle fixée par le comité central. Mais ça vient de l'entrepreneur en chef. Parce que lui, il n'avait véritablement pas été militant de l'UNC. Il allait au congrès de l'UNC parce qu'il était haut fonctionnaire. Vous verrez, les délégués, on vous dit, Paul Biya, délégué du Dja Lobo. Mais en fait, il ne militait pas dans le Dja Lobo. Donc, on verrait ça comme ça. Quand il vient donc, parce que pendant longtemps, il n'a pas milité véritablement au sein de l'UNC, il est coopté au sommet. Il veut donc maintenir ces choses-là. C'est pour ça qu'il prend au sommet. Et il profite donc de ce fait pour prendre les gens de l'ENAM d'abord. Parce que vous verrez, et un de ses secrétaires généraux aujourd'hui décédé, Joseph Charles Doumba, avait mis en place ce qu'il appelait
personnalité ressources parce qu'ils voulaient un peu manager pour laisser un peu les présidents de section en place. Mais de fil en aiguille, ils sont venus supplanter ces présidents de section qui étaient des militants véritablement. Et on en a eu dans le MBAM où, comme disait Charles Hamel, il y en a un qui a manifesté, qui était président du tout premier président du RDPC à la naissance. Et bon, il a été nommé récemment, je cite pas le nom, bon, mais il est reparti aussi vite que ça, au ministère des Domaines et des Affaires foncières. On était parti. Donc, c'est ça. Prendre l'administration publique en otage, les décimer par tout le monde. Mais maintenant, lorsque le multipartisme arrive, il y a donc une donnée qui est déployée, qui est déclinée par le Premier ministre politique d'Andjangui. Allez berner vos populations, vos frères et sœurs, pour que c'est pour cette raison que Jean de Dieu Momo fait ses classes politiques dans le Vouri, mais on lui dit rentre. D'accord. Rentre là-bas. Et justement pourquoi? Parce que vous avez l'appui des autorités administratives. Donc en fait, c'est pas votre militantisme. Si le président Biya s'en tenait aux militants, je pense que Charles Ateba aurait été nommé. D'accord. Aurait été nommé ministre, quelque chose comme ça. Donc, il va là-bas, il a l'appui des autorités administratives et les autres mondes qui constituent l'administration publique dans cette localité-là. Donc, ils sont obligés, ils viennent et tout. Et là, on peut donc modifier les procès-verbaux des commissions mixtes départementales. C'est pour cette raison précisément qu'il n'y aura pas, ou alors Elekam a du mal à faire vraiment, à se présenter comme une structure en charge des élections. D'ailleurs, son niveau se limite au niveau des bureaux de vote. D'ailleurs, on doit clairement réparer ce malaise que vivent les présidents de section RDPC qui sont très souvent supplantés par cette délégation permanente. De Yaoundé là, tout roi, tout chef, et viennent bouleverser les sections. Monsieur Eric Fopoussi, ils ont un seul rôle. Oui. Allô? Oui, président. Vous savez qu'on va être là bientôt, hein, avec toute la cohorte, les ministres, ils ont déjà donné ce rôle-là. Donc, j'espère que tout le monde a déjà cotisé là-bas. J'espère que tout le monde a cotisé. Assembler les cotisations de tout le monde, parce qu'il faut qu'on soit informé de comment on a fait. Nous, on arrive. Non, mais c'est une tâche lorsqu'il appelle, c'est déjà cotisé et tout. La liste est déjà constituée. Merci beaucoup. C'est à peine même si on lui donne la parole ce jour. C'est une tâche ingrate d'être président de section RDPC, mon Dieu. Voilà. On va donc terminer sur ce segment avec tendance sur... C'est bien d'aller faire ce village, Eric. Oui. Quand vous nommez ministre, partez dans vos villages arroser les crânes. Partez donner la viande au crâne. Justement, quand vous donnez la viande au crâne, vous remerciez même les dieux du village. Parce que on va te nommer sans que les dieux du village ne mettent la main dessus. Il y a aussi les gens qui ont la malchance sur terre, qui sont là, ils tournent, on leur donne aucun poste. Une comme moi. Si demain, Madame Kamake Hortense est ministre, j'aurai un poste. Et si j'ai un poste, c'est toute ma famille qui est en haut. Oui, mais Jean de Dieu Momo est un élu de Douala 5e. Est-ce que les ancêtres de Tchang le reconnaissent? Puisqu'il a élu ici. En temps normal, papa, ce que tu dois faire, non pas descendre ma forêt. Papa, Momo, il peut descendre jusqu'à forêt. Ah, d'accord. Même à Bamendou, on va là-bas demander la bénédiction. Oui. Où est celui-là? Chacun sa personne quelque part. Si au départ, il avait commencé par Tchang en leur disant, papa, je suis en train de chercher le pain à Douala. Là, maintenant, il peut rentrer. Mais s'il était venu ici avec ses amis, bon. Alors, on va sortir définitivement. Et j'aimerais vous faire observer quelque chose. Quand on se projette vers la démocratie comme celle de la France, par exemple, vous allez observer là-bas que les ministres sont régulièrement sur les télévisions pour défendre leurs actions, pour défendre leur parti politique. Ah, oui. Mais au Cameroun, on vous dit que les ministres sont astreints au devoir de réserve. Voilà. Et donc, on crée ainsi des individus du parti qui doivent aller mouiller le maillot sur le plateau de télévision et après ils ne sont pas nommés. Qui applique la politique du président de la République qui n'est pas connu. Oui. Voilà. Ils ne sont pas, ils vont pas conseil des ministres. C'est injuste. Ils ont choisi RDPC de dire ok, puisqu'il faut animer les télévisions, il faut qu'on prenne 2, 3, 4, 5 personnes. Eux, on ne va jamais les nommer parce que si on les nomme là maintenant, il n'y a personne pour parler du RDPC sur les plateaux. Mais c'est très ingrat. Il faut les maintenir là. Il faut les maintenir. Pour y continuer à parler.
Alors que quand vous voyez dans les pays comme la France, les ministres sont dans les matinales radio, sont dans les zones télévision, tout le temps. Ils sont là, ils discutent, ils échangent. Au Cameroun, on fait de la politique comme si on faisait sur Mars. C'est pas possible comme ça autrement. On va donc dire merci à tous ceux qui nous ont écrit et on va passer à la revue des réseaux sociaux avec vous, Karine Santia. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va s'intéresser d'abord à l'Algérie. Nouvelle journée de mobilisation en Algérie contre le 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika dans les campus. Les étudiants annoncent une cessation des cours et des manifestations sont en préparation de toutes les façons sur la toile. Ça va dans tous les sens. Les Camerounais s'en sont même appropriés de cette situation. Certains qui disent que si l'Algérie a pu faire ça, pourquoi pas au Cameroun, en se référant encore aux marches du 26 janvier dernier, pendant que d'aucuns disent qu'il n'y a pas match, il ne faut pas comparer les deux démocraties. De toutes les façons, vous pouvez savoir que sur la toile, il y a plusieurs avis, pas seulement deux, il y en a plusieurs, et on va dire que l'Algérie est très mobilisée contre cela, et que ce soit les partis d'opposition et même la société civile. Ok, donc merci infiniment pour cette information parce que ça nous permet de rentrer dans un sujet qui peut également concerner, pourquoi pas, le Cameroun, si on a un peu de jugeote pour faire le lien, la relation. Alors, Bengan, quand on voit ce qui se passe en Algérie, on a un président qui a 82 ans, qui est sur un fauteuil roulant depuis, on va dire, 6 ans, et qui continue donc à s'accrocher au pouvoir, à s'agripper à ce pouvoir-là. Bon, d'aucuns diraient que c'est pas lui qui s'accroche et qui a son entourage, le fameux entourage de ces pays-là, qui trouve que le président n'est pas assez intelligent pour comprendre que il y a des changements à faire et que c'est l'entourage qui vient polluer l'esprit du président d'idées nauséabondes, nauséeuses. Donc, est-ce qu'on peut, avec ça, dire que l'alternance en Afrique a la peau dure et que l'Africain, définitivement, n'a pas les gènes de la démocratie? Non. Non. Même le truc que vous appelez aujourd'hui Union africaine, hein, les Européens ont puisé ça chez nous. Le problème, c'est pas le président Bouteflika qui procède pas de manœuvres pour rester. Ici, c'est établi, c'est son entourage. C'est pas la première fois. On l'a fait avec Franco en Espagne. Quelquefois, on l'amenait, on cachait les caméras, quelqu'un était derrière, prenait le fusil, il montrait comment Franco a tué un animal, alors que c'est quelqu'un qui était derrière, qui appuyait sur la gâchette. Voilà. Donc oui, ça existait. Ici, ce n'est pas le président Bouteflika. Mais je pense même pas que s'il n'avait pas eu une maladie subite, comme l'AVC l'a eu, c'est une maladie subite, que s'il avait été malade de manière, bon, je dirais normale, on ne peut pas parler de normal lorsqu'il est malade. Bon, je veux dire que si sa maladie était allée de manière graduelle, il aurait démissionné. Ou alors il aurait organisé sa succession. Mais c'était arrivé de manière brusque et brutale, au point où il s'est trouvé tout de suite dans l'incapacité de gérer, et c'est les autres, c'est son entourage qui gère. Là, ça peut se justifier. Le fameux entourage. Voilà, mais maintenant, il faut le changer. Au sein de son entourage, et c'est là le problème. Et je pense que, parce qu'ils sont dans une dynamique qu'ils avaient gagné le combat, et ils n'ont pas pu trouver un juste milieu, je pense qu'ils laissent la population déclarer. Parce qu'il y avait deux camps, depuis au moins, même lorsqu'il présentait, parce qu'il avait voté l'autre fois en route. Il n'a pas pu accéder au bureau de vote. On a déplacé plutôt l'urne dans la voiture où il était pour qu'il vote. Et même, parce que les prestations de serment, il faut parler. Il n'avait pas prononcé tous les mots. Il bredouillait là un peu, mais bon. Donc cette fois-ci, je pense que les clans ont laissé que le peuple puisse se justifier pour que finalement on puisse amener quelqu'un. Mais j'imagine, je pense quand même qu'il faut enlever sa candidature et chercher, même s'il y a quelqu'un de cercle de pouvoir qui se présente, parce que là, comme vous dites, ça ne va pas donner une bonne image. Mais sauf que l'Algérie n'a pas, il y a des similitudes, mais ce n'est pas comme chez nous. Ce n'est pas comme chez nous. D'abord, vous avez pu remarquer que même les arrestations, la répression n'est pas aussi sauvage que chez nous. Parce que la devise de l'Algérie, comme dit, révolution par le peuple pour le peuple. C'est-à-dire que c'est un peuple qui a gagné la guerre contre la France, par exemple. Et il a gagné la guerre contre la France comment? Et ça, c'est ce que nous n'avons pas eu.
ils étaient avec les Français en Indochine. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont engagé les luttes pour leur indépendance. Nous, les Camerounais qui étaient en Indochine, je parle de Nkwembenje, de Fampou Dagobert et bien d'autres, quand eux rentrent en cette même période, ils trouvent plutôt l'UPC qui est interdite. Bon, et ils sont là, ils disaient pour la fin, ils étaient donc embarrassés. Ils n'ont pas pu entrer, donc ils sont restés du côté de l'administration française. C'est ça la différence entre nous. Et eux, ils se sont battus, ils ont gagné, et ils ont réussi à infiltrer l'administration publique française et même privée. Et qui fait que chez eux, le sentiment nationaliste est très élevé. Par exemple, je termine par là. Si un Français, un Allemand vient investir en Algérie, on vous donne toutes les facilités. Mais au bout de 5 ans, vous savez vous-même que tous les cadres doivent être algériens. Même ici chez nous, on peut vous demander de venir même avec les manœuvres. D'accord. Et vous allez rester là à vie. Donc ce qui se passe, c'est condamnable parce que le clan au pouvoir, mais si c'est une tactique pour le clan au pouvoir, de les aider à trouver quelqu'un, notamment il a même un frère, et je suis sûr que si son petit frère, dont le nom sort là, Saïd, voulait émerger pour poser la candidature, ça aurait apporté des émeutes. Parce qu'on aurait dit, mais est-ce que c'est lui? Bon, on ne sait pas. Mais sauf que l'armée, le FLN ont une emprise sur les décisions, sur les piliers de pouvoir en Algérie. Okay. C'est très différent de nous. C'est plutôt semblable un peu à ce qui se passe au Zimbabwe, mais pas chez nous. En tout cas, bon, ce qui est certain, c'est qu'on voit un dirigeant qui s'accroche au pouvoir. Hein. Mais qui ne parle pas, non, qui ne peut même pas, il n'a pas de mobilité. Oui, donc, mais... à ce moment, justement, pourquoi la France ne parle pas? Et je vous dis donc pourquoi. C'est pas lui. Tout le monde sait que Bouteflika ne gère rien depuis 6 ans. Il n'est peut-être même pas très lucide. Il n'est pas lucide. Il ne va pas causer un problème diplomatique. Ils savent que c'est le clan qui est de tel, n'est pas le cas chez nous. D'accord. Alors, Chalamel, on est clairement dans une affaire qui se répète sur le continent africain, de ces dirigeants qui s'éternisent au pouvoir, qui passent le temps au pouvoir, qui veulent mourir au pouvoir. Et là encore, c'est le peuple algérien qui se lève pour dire, mais non, on est fatigué de ça. Sauf que, M. Eric Fopoussi, ce n'est pas une panthère qui cherche à aller attraper un gibier parmi des lions. Voilà. Ce n'est pas une panthère qui cherche à aller attraper des gibiers parmi les lions. On a trop souvent dit, M. Eric Fopoussi, que le Cameroun est un pays à part entière. Depuis quand je parcours la toile, depuis 2 jours aujourd'hui que je parcours la toile, c'est toujours ça. On met en haut Algérie en bas, on met Cameroun. On met Cameroun en haut, on met Algérie en bas. Est-ce que ça va être fait? Monsieur Eric Fopoussi, je suis un peu fatigué. On a commencé par dire le Rwanda parle au Cameroun. Ça a changé? Non. La RDC parle au Cameroun. On a fait des émissions. La RDC, tu sais que dit Kabila, ça parle au Cameroun. Mais que les Camerounais rêvent de changement. Mais vous pouvez faire une explication. On a parlé du Zimbabwe. Le Zimbabwe qui parlait au Cameroun. Oh, le camarade Bob s'est monté. Il fallait que... Oh, monsieur, le Cameroun, on restait sur place. On a parlé du Gabon. Oh, le Gabon, voilà un exemple. Oh, le Gabon, il faut faire. Oh. Les Camerounais sont toujours restés. Ça parlait toujours au Cameroun. Ils sont toujours restés. Et voilà l'Algérie à gros monsieur. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Que les Camerounais sont des mauviettes, que les Camerounais sont des faiblards, que les Camerounais ne prennent pas suffisamment, sont des lâches. Voilà, c'est ce que vous voulez dire. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est-à-dire, on n'a jamais dit que le Cameroun était le Gabon. Vous nous embrouillez dans le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais attendez, vous n'allez pas nous tourner en bruit comme ça. Non, mais donc, est-ce que, avec ce qui se passe en Algérie, ce n'est pas l'occasion pour nous de nous poser des questions essentielles sur l'alternance par exemple? Je vous ai dit qu'on se pose ces questions depuis le Rwanda, RDC, Gabon, Zimbabwe, Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, on fait se poser des questions. Non, mais ce n'est pas une question qui a trait uniquement au Cameroun. C'est une question, à partir d'un moment donné, on voit que c'est toute l'Afrique qui s'embrase à ce niveau-là. On voit bien que l'alternance en Afrique est une denrée rare. Monsieur Eric Fopoussi, oui. Je vais vous répondre en vous disant très simplement comme cette personne qui l'a dit sur le plateau d'Equinox Télévision dimanche, il a dit si 15 000 Camerounais seuls décident de descendre
et décider de parler en disant qu'ils vont faire entendre leur voix. Même les policiers ne pourront pas le faire. Monsieur le Foposi, nous ne sommes pas encore arrivés à cela. Les Camerounais, c'est un peuple de paix. Les Camerounais sont épris de paix. Ils ont peur ou bien ils je sont ne épris de saurais dire, répondre non, mais écoutez, il faut juste dire je ne suis pas dans le corps des Camerounais. Voilà. Je suis pas Jean Amel veut dire, et je partage son point de vue, nous n'avons pas encore atteint cette masse critique qui puisse arriver à ce niveau-là. L'Algérie, les Algériens ont la révolution dans le sang. Et les Camerounais, non. Non. Précisément parce que ceux qui luttaient pour l'indépendance n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas accédé au pouvoir, n'ont donc pas cultivé, inculqué l'idée du nationalisme. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit, oui, les patriotes, patriotisme veut dire quoi? Veut rien dire du tout. Nous pas appartenons à la même patrie. Oui. Voilà. Or, nationalisme a une signification. Les Algériens sont jaloux de leur souveraineté. Et c'est pour cette raison que vous verrez dans l'article 87, pour être candidat à l'élection présidentielle en Algérie, si vous êtes né après 1954, date de début de la révolution, vous devez montrer que vos parents ont participé à la révolution. Si vos parents étaient les traîtres, vous n'avez même pas, votre candidature ne sera pas retenue. Donc, et chez nous, traître, mais pour qui? Traître, c'est ceux qui se battaient du côté de la France contre la révolution. Les collabos. Ok, d'accord. Mais bon, donc, on ne peut pas en même temps dire que, parce que on a lu l'éditorial de Aman Mana, je peux faire également convoquer cet éditorial, où il parle de la dictature. Vous également, sur ce plateau, avez parfois utilisé le terme dictature pour qualifier le régime en cours au Cameroun. Mais est-ce que quand vous convoquez ce terme dur, et que vous nous dites qu'on n'a pas atteint une masse critique, est-ce que c'est pas peu contradictoire? Non, il y a deux. C'est pas la même chose. En Algérie, l'armée est un pilier du pouvoir. La même chose s'est passée en Tunisie, sauf que Ben Ali, le président Ben Ali, a dévoyé la mission. Lorsque Bourguiba était arrivé à un niveau que nous avons dans certains pays, y compris le nôtre, son premier ministre, ancien général, il lui a dit, monsieur le président, ça va là. Ça va là et c'est fini. Donc c'est comme ça qu'on enlève le président tunisien Bourguiba du pouvoir. En Algérie, ils sont semblables. Ils n'ont pas réussi à le faire. Pour quelle raison? Précisément parce que les dissensions internes ne les ont pas amenés à le faire. C'est pour ça. Mais chez nous, c'est pas la même chose. Nous sommes nous pouvons nous trouver dans la même situation que de répression. Il faut le dire. Voilà, comme le Zaïre hier, comme en Côte d'Ivoire et tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Zimbabwe? On dit Mugabe, l'armée dit non, camarade Bob, ça en est fini là. Mais il disait aux populations, on ne tire pas. Vraiment, on vous rassure, il n'y a rien. Le problème, c'est que la première dame pense que elle n'est pas dans les dynamiques du pouvoir, on ne peut pas. Et on est revenu prendre l'ancien vice-président qui était même en exil, qui est venu. Or, en Angola, qu'est-ce qui s'est passé? Dos Santos est né. Et il laisse même la possibilité au président qui vient de punir ses propres enfants. C'est-à-dire que d'enquêter même dans son empire. C'est ça, j'allais dire, ceux qui sont formés dans la lutte, ils savent que ils mettent le peuple en mouvement. Mais ce n'est pas Bouteflika qui a mis les lois en torpillant. Non, je suis convaincu que si Bouteflika avait été, sa maladie s'est dégradée de manière qu'il pouvait venir, il allait décider autrement. Parce que c'est le même Bouteflika, je vous le dis donc. Bon, ça fait 22 ans qu'il est là, donc il aurait pu au bout de 2 mandats s'arrêter. Non, la Constitution le lui permet. Oui, mais écoutez, il peut. Actuellement, à Cuba, Raúl Castro est en train de mettre la Constitution cubaine le verrou de 2 mandats et pas plus. Donc il peut le faire lui aussi lorsqu'il arrive. Et ils savent ce que c'est que la lutte. Nous, on n'a même pas, on ne sait pas ce que c'est que la lutte. Mais Cuba aussi a lutté. Mais justement, c'est pour ça que là-bas, on vérifie. Parce que là-bas, chez eux, même si qui vient, il dit, est-ce que ce que les Américains font au Venezuela ne peuvent pas faire ça à Cuba?
l'infiltration de la France dans nos pays ne peut pas faire ça en Algérie. Bon, encore que pour Cuba, vous savez que tout récemment, l'approche Obama n'était pas une approche gratuite avec Cuba. Je veux dire qu'à un moment donné, quand même, il y a une question qui se pose pour le continent africain. Le fait d'avoir des dirigeants qui se renouvellent à la tête de l'État, c'est un problème. On ne peut pas passer outre cela parce qu'on estime qu'un dirigeant est nationaliste. On doit le conserver là. On doit peut-être aménager un espace pour qu'un nationaliste remplace un nationaliste. Absolument, mais sauf que, oui, de 60, l'Algérie a eu son indépendance en 62, il a eu au moins 5 présidents. Oui. Nous n'avons que 2. Ça veut dire que sur le plan de l'alternance au pouvoir, l'Algérie est loin devant nous. Loin devant nous. D'autres choses, l'Algérie, il parle d'égal à égal avec la France. Et n'oublions pas ces enjeux internationaux-là. Lorsqu'un président algérien, par exemple, qui s'appelle Chablis Benjedid, il dit « je ne vais pas en France ». Et il impose à Mitterrand que pour qu'on rétablisse les relations cordiales, vous allez acheter le gaz algérien au double du prix mondial et que la France marche. C'est pourquoi? C'est précisément parce que l'Algérie sait faire la guerre. Donc c'est pour cette raison que je vous ai dit que les médias occidentaux notamment savent ce qui se passe, mais ils ne peuvent pas parler parce que c'est l'Algérie. Ils connaissent les dissensions internes au sein du FLN. Mais si demain, même ce soir, vous entendez la presse française qui aime dire là, une blague comme on fait chez nous ici, vous allez entendre les Algériens, ils vont leur dire, occupez-vous de vos problèmes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Abdelaziz Bouteflika a fait un pas en arrière puisqu'il a... non, dit le régime. Quand vous dites Bouteflika, c'est une fleur, c'est un momie. C'est vous qui, pour l'instant, c'est lui qui occupe la tête de l'État algérien. Non, il faut dire, il faut reprendre l'histoire, mais c'est pas possible. Dire plutôt que les clans conservateurs de pouvoir veulent maintenir Bouteflika qui ne représente plus rien. C'est ce que vous dites, ça c'est les commentaires. Moi, je fais du journalisme. Ce qu'on va dire, c'est que Bouteflika a reculé, donc il a décidé de laisser les Algériens le laisser faire ce 5e mandat et qu'il va organiser des élections anticipées en cours de mandat auquel il ne sera pas candidat. Voilà. C'est ce qu'il a dit dimanche, un pas en arrière. Alors, tendance, oui. Mais les Algériens là, vous êtes chanceux, hein? Regarde comment ils sont descendus dans la rue et je ne vois même pas... On vous a pas baissé le de Mami Ouattara? Non, les forces de défense de sécurité, les forces de maintien de l'ordre savent que... Non, ils savent que la révolution doit venir du peuple. Donc quand le peuple descend, on ne tire pas. Miracle! Ce n'est pas comme chez nous, où on dit paix, travail, patrie, et il n'y a pas de travail. Là-bas en Algérie, vous êtes chanceux. Ici au Cameroun, c'est un pays de paix, tout le monde sait. Mais, essayez de descendre dans la rue. On va vous arroser avec le Djoumi Ouattara. Je vois que depuis voir les images, je ne vois même pas la voiture des anti-émeutes. Ou c'est anti-émeutes, ou c'est trop. Je ne vois pas la voiture des policiers, je ne vois pas les gendarmes, je ne vois pas les hommes en casque. Papa, chapeau. Oui, vous êtes en haut. Parce que ici, là, tu vas te positionner comment? Ah, peut-être que là-bas, en faisant, vous ne ramassez pas les cailloux. Ici, chez nous, même d'autres formes, les bandits se mélangent avec les personnes qui ne sont pas bandits. Oui, les boys se mélangent entre les gens qui organisent souvent la marche. Les gars qui veulent le désordre au Cameroun. Non, pas parfois, ils sont... Mais la marche du 26, il n'y avait pas ça. Alors, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que c'est une question complexe à décrypter. On peut également dire qu'en 2010-2011, lors des printemps arabes, les autorités algériennes n'avaient pas été aussi calmes avec les manifestations. Il y avait eu vraiment une répression forte. Cette fois-ci, on a laissé les gens se marcher. Ça veut dire qu'à l'intérieur, comme l'a dit Boro Bengan, du régime, il y a 2 camps qui s'affrontent et le camp estime qu'il faut écarter désormais toute velléité de consommation. L'autre, c'est pas ça qui a aidé la répression à ce moment. Oui. Lorsque vous êtes un Algérien et on soupçonne que vous avez les appuis français notamment ou américains, on réprime violemment. Ok, on va si terminer. Vous venez comme ça, on vous laisse tranquille. Bon, on va terminer. Justement qu'on voit un débat. C'est ça en fait. On va terminer avec la dernière information, Karine. Le secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique pour les affaires africaines en tournée en Afrique depuis hier sera bientôt au Cameroun avant dernière étape de son périple le 17 mars. Tibor Nagui devrait faire pression sur les autorités camerounaises en rapport avec la gestion de la crise anglophone et l'emprisonnement des militants du parti
MRC, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Il dit, je cite, le gouvernement camerounais assure qu'il a été arrêté et emprisonné pour des raisons légitimes. Moi, je pense vraiment qu'il serait très sage de les libérer parce que ce soit vrai ou faux, il est perçu comme ayant été incarcéré pour ses activités politiques. Alors, Borobengan, cette sortie du secrétaire d'État adjoint aux États-Unis en charge des affaires africaines, comment vous la comprenez? Je la comprends à deux niveaux. D'abord, le premier niveau donne un sentiment personnel de lui. Il dit, les autorités disent ici que même si c'est vrai, puisque l'opinion pense que c'est les aspects politiques, il faut le libérer. Ça, c'est son point de vue. Maintenant, il faudra qu'il donne un point de vue qui engage les États-Unis, c'est-à-dire en venant rendre son verdict et qui va sûrement conclure par son point de vue, il donne la réalité de ce qui se passe. Mais là, pour le moment, c'est son point de vue. Mais qui intègre la deuxième chose. L'ambassadeur américain au Cameroun avait dit en début 2018 que nous allons nous intéresser aux élections qui se dérouleront au Cameroun en 2018, mais surtout l'élection présidentielle. Je pense donc que, venant de l'ambassadeur, il est venu voir de manière claire comment ça va se faire. Mais sauf qu'il y a un blocage à leur niveau. Ils sont dans le précaré français. Ils ne peuvent pas avoir la même possibilité, les mêmes coups de franche comme ils réagissent souvent dans les pays en Amérique latine. Et il sait qu'ils sont bien graves de tout, oui, mais le président Macron a son mot à dire. Donc, ils savent ça, ils se sont répartis le monde. Hein. Il sait ça, il lui donne. C'est pour ça même, je pense qu'il a vite fait de donner son point de vue. Pour que la cellule africaine de l'Élysée puisse commencer à analyser et donner la possibilité, et il a fait ça exprès, pour donner la possibilité au président Macron qui maîtrise le président, non pas de répondre, de savoir que bon, de demander au président Trump que bon, ton collaborateur là qui est, voilà, bon, c'est qu'il dit là, que tu penses comment? Donc, pour amener le président français à voir le dessus. Sauf moi, je ne suis pas de vous qui pensez que le Cameroun est tout à fait souverain. Voilà. Personne l'a dit. Donc, oui, personne l'a dit. Alors, Charles Hamel, une haute autorité américaine qui prend la parole sur le cas de Maurice Kamto et ses co, donc accusés dans l'affaire MRC. Je suis suffisamment gêné. Oui. Pourquoi je le dis? Parce que depuis 2016, si nous nous asseyons là tout de suite et on se met à lister le nombre d'ONG, le nombre d'associations, le nombre de personnalités mondiales qui se sont exprimées sur la question de la crise anglophone, je pense qu'on passera toute la journée. Si on se met à éplucher ce que les ONG, les analyses, les décryptages des ONG, que ce soit International Crisis Group, que ce soit Transparency, que ce soit, vous allez vous rendre compte que tellement de choses ont été dites, des choses qui ont été condamnées. On est allé jusqu'à dire qu'ils veulent déstabiliser le Cameroun. Pourtant, il fallait juste rentrer, savoir lire entre les lignes, pour voir que ce qu'ils avaient prédit sont arrivés au Cameroun. Donc, monsieur, il faut aussi dire aujourd'hui, et commenter encore cela, c'est de me renvoyer encore commenter les propos de l'ambassadeur des États-Unis sur le perron du palais de Toudi, où il avait fait une déclaration où aussitôt tous les penseurs, les intellectuels camerounais pour dire attention, qu'est-ce que les États-Unis ont à venir nous dire. Donc, je crois que cette situation est plus que, comment on dit, trop pesante, déjà, il faut le dire, trop pesante pour le gouvernement lui-même. C'est déjà trop pesant pour le gouvernement lui-même. Encore que vous avez, à l'entame de l'émission, précisé que des militants viennent d'être arrêtés alors qu'ils étaient en train de poser une action civique, c'est-à-dire nettoyer, curer les caniveaux, ce que les gens font depuis, ce qu'on les voit faire depuis. Est-ce qu'il y a une sorte d'acharnement? On a vu le RDPC le faire à Douala 5e sans être gêné, hein, juste pour rappeler. Donc, pour dire qu'on se retrouve là, et je pense que c'est une sortie qui vaut la peine d'être prise en compte. Attendons son arrivée. Est-ce qu'il va chercher à rencontrer il va arriver le 17 mars prochain. Il va arriver. Il va arriver le 17 mars prochain. Okay. Il va arriver parce que... Vous avez un doute qu'il n'arrive pas au Cameroun? Non, il va rencontrer qui? Voilà, c'est ça, c'est ce que Charles Hamel voudrait savoir. Qu'est-ce que vont-ils se dire? Non, il a préféré donner son point de vue avant, pour que même les autorités camerounaises sachent, bon,
comme il vient là, voilà ce qu'il va penser. Rappelez-nous Parce que les Américains eux, ne sont pas comme les autres. Rappelons-nous lorsque l'une des responsables du Commonwealth est arrivée au Cameroun, M. Eric Fopoussi, il a fallu qu'on insiste sur ce plateau. On avait décrié qu'il faut qu'elle arrive dans les zones anglophones, ce qu'on n'avait pas voulu, ce qui n'était pas prévu dans son agenda. Mais elle s'est battue, elle est arrivée, M. Eric Fopoussi, elle a rencontré les leaders. Mais on a été surpris qu'à la fin, elle tienne un langage tout autre, un langage différent. Donc je suis content au moins, comme le président Mambo, qu'il ait donné son point de vue avant. Donc on sait déjà à quoi il pense lorsqu'il est en train d'arriver, M. Eric Fopoussi. Mais Père Mambo, il va quand même descendre dans le sud-ouest, non? Je ne sais pas encore. Ah, ok. Tel que je le vois souriant là, je sais qu'il doit descendre là-bas. Oui, tel que je le vois, je sais qu'il doit descendre là-bas pour qu'il y ait la paix. Vous voulez quoi? Même les blancs qui viennent mettre la paix, vous ne voulez pas. Oh, vraiment. Okay. Je dis tel que quand il voit son sourire, il sent. Ouais, après on va dire que c'est la ça transpire la paix quand même. Donc quand tu regardes son sourire, tu sens que c'est quelqu'un qui aime quelque chose de bien, qui aime voilà, après mon n'est pas dit. Tu sens que c'est quelqu'un qui veut tendance. Tu sens que c'est quelqu'un qui veut qui veut la paix, qui ne veut plus entendre parler de la guerre. Moi je partage bon sourire. Je partage le point de vue de ma fille. Voilà. Quelqu'un vous dit moi qui viens là. Je vous dis que même si Kamto a fait quoi et que c'est vrai, libérons-le. Là, je pense qu'il faut qu'on le libère parce que tout ce que vous allez faire là, on va lier ça à la politique. Voilà. Est-ce qu'il est venu avec la guerre? Il n'a pas annoncé avec la guerre. Voilà. Il n'a pas annoncé que attendez mon arrivée. Voilà, attendez. Ouais. Vous les Camerounais, même vous traumatisez. Non, il n'a pas dit ça. Ok. Donc il a dit mollo mollo. Voilà. Il n'a pas fait la guerre. Bon, non, écoutez, ça c'est la guerre diplomatique aussi. Hein. Oui, mais il doit l'utiliser. Voilà, donc il ne peut pas non plus Tu sais que c'est dire des choses avec beaucoup plus de force, même si on ne sait pas ce qui se passe en coulisses. On ne peut que spéculer sur le plateau. Si ça se trouve, peut-être que celui qui veut comme tu sois en prison. Je dis, on ne sait pas. À ce moment, alors, nous l'a dit publiquement. Vous savez, c'est la guerre diplomatique, souvent, c'est très compliqué. Avec Karine, dès qu'il vient par exemple, tu me donnes son numéro. D'accord. Merci beaucoup à vous, Karine, pour cette revue des réseaux sociaux. On va tout de suite, avec vous, toujours prendre quelques messages, avant de prendre l'interpellation, prendre quelques messages avec vous de réaction au sujet que nous avons soulevé sur ce plateau. Dieu seul sait combien de sujets on a développés sur ce plateau. Pour ce qui est des meetings de remerciements, c'est pas du tout normal. Nos dirigeants ont mieux à faire que d'aller distribuer de l'argent inutilement aux populations de la localité. L'idéal est d'améliorer les conditions de vie des populations camerounaises, qu'on ne prenne pas les Camerounais pour des mendiants. Dans un monde réfléchi, on célébrait plutôt le bon déroulement de l'action du dirigeant lorsque ses fonctions prennent fin. Le message n'est pas signé. Un autre message, voilà, le problème du Camerounais, c'est la peur, point bas. Et un jour, cette peur nous enterrera avec elle, nous entraînera avec elle. Aquame depuis Bafoussam. Un autre message... Un autre message qui nous arrive, le régime au pouvoir, c'est, waouh, des gros mots, on ne peut pas les prononcer ici. Le Cameroun est égal à la Guinée équatoriale, on ne sait pas trop comment. Alors, aucune de ces personnalités dans leur prise de parole après leur nomination compensatoire n'évoque le fait que Dieu lui donne la force et la sagesse de mener à bon bout ses fonctions afin de servir la patrie et de mériter la confiance du peuple. Il remercie toujours Paul Biya pour la confiance portée en leur personne, tout en prenant l'engagement à lui être fidèle et à ne pas le décevoir. Et surtout à demander à Dieu de lui donner aussi santé et prospérité. Mais ça c'est vrai. C'est-à-dire que le ministre ou le DG nouvellement nommé, il ne demande pas à Dieu de l'aider à accomplir la mission. Mais il demande à Dieu d'aider Paul Biya à rester là quand même. À continuer à le nommer. Après plus de 40 ans d'exploitation abusive de la forêt de Mbang par la société... C'est à l'est, dans la zone de Batouri, par la société SID, Mbang est aujourd'hui l'ombre de lui-même après le départ de cette société. Il n'est même pas l'ombre, puisqu'on a coupé tout le bois. Il n'y a plus l'ombre. La faune a dépassé. Parce que quand on dit l'ombre, ça veut dire quoi? Et quand c'est Bang ne produit même plus d'ombre. Ok.
Lisez encore un des messages. Un autre message. Le pays est dans une tension politique. Qu'est-ce que les ONG veulent faire comme conférence? Roger de Deidou. Non mais écoutez, comment les gens peuvent dire ça au Cameroun? NDH, c'est le Nouveau Droit de l'Homme qui organise régulièrement des conférences sur les droits de l'homme et les libertés publiques. Ça participe de leur mission de formation à la citoyenneté. Parce que dans un pays, vous devez savoir, en tant que citoyen, quels sont vos droits, quels sont vos devoirs. Vous savez, la Constitution camerounaise consacre justement ce principe de liberté et rien n'est au-dessus de la Constitution. Quelles que soient les lois, on doit respecter la Constitution. Le Cameroun, quand même, en a fait beaucoup d'avancées sur ce plan-là, puisque le préambule de la Constitution est donc un extrait de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui donne aux citoyens la capacité de pouvoir revendiquer. Il y a des libertés syndicales. J'aime parfois, quand Bebengan prend ce pan-là, la liberté syndicale, de réclamer, de revendiquer de meilleures conditions de travail. C'est un droit pour chacun de l'exercer parce que la Constitution le consacre. Donc c'est important que ces ONG-là se battent pour inculquer cette éducation civique et citoyenne aux Camerounais. Autrement, on est en train de créer un régime de terreur, un régime de peur pour vous dire que vous ne pouvez pas vous rassembler, quoi qu'il arrive. Et ça revient au lien qu'on faisait avec l'Algérie pour dire que les Camerounais, désormais, sont, comme l'a dit Aman Mana, zombifiés, terrorisés, parce que une fois que vous décidez d'être dans la rue, on a vu les images avec Maître Ndoki et Monsieur Djaben Célestin, on voit très bien qu'avec ce type d'image, peu de Camerounais peuvent se lever pour revendiquer un droit qui leur est légitime. Vous allez loin. Oui. Rappelez-vous d'Alice Maguedio, n'allons pas trop loin. Oui. Alice Maguedio qui voulait former les commerçants sur la connaissance. Ses camarades syndicalistes, comme voilà, pour comment tenir les livres comptables. Les livres comptables, monsieur. Comment payer l'impôt. Donc, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, plus que jamais, le peuple a besoin de s'informer. Le peuple a besoin d'être conscient des différentes réalités. Mais ça, on a peur de cet éveil de conscience du peuple. On a peur que le peuple se réveille, connaisse et se dise, mais tiens, pendant des années, pendant plus de 30 ans, on a été tenu dans le noir, on a été tenu dans une déconnaissance, dans un obscurantisme total. On dit non, il serait dangereux que le peuple connaisse ce genre de vérité maintenant. Mais maintenant, l'État fait quoi? Justement, dans les pays sérieux, j'ai bien envie d'applaudir lorsque le gouvernement camerounais soupçonne International Crisis Group, soupçonne Amnesty International, soupçonne tout ce monde-là en disant on veut nous déstabiliser par l'extérieur. Mais ça s'est fait comment? Les Allemands et les Suisses, quand vous entendez parler d'Amnesty International, les gouvernements des deux pays les ont aidés à mettre en place une association de défense des droits de l'homme pour que cette association puisse avoir le statut de membre consultatif de l'Organisation des Nations Unies. Qu'est-ce qui nous empêche au Cameroun de prendre, je ne sais pas moi, le REDAC, NDH et d'autres, et même un monde à venir, pour leur dire, observez les élections. C'est comme ça quand vous entendez parler d'infiltration. Donc l'État peut le faire avec également la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Leur donner les moyens de se déployer en leur disant, gars, formez-vous, on va vous envoyer superviser les élections au Kenya. Vous irez en Algérie bientôt. Voilà comment on va faire. Et là, l'État peut le faire, mais est-ce que l'État veut le faire? Voilà, justement, l'État ne veut pas. C'est pour cette raison que nous continuons donc, je suis dans cette perspective-là, disant que nous sommes dans une dictature. En tout cas, vous voulez bâillonner, vous voulez que les commerçants paient les impôts. Le président de les syndicats va dire, gars, venez. Quels sont ceux qui sont astreints dans l'impôt libératoire? Voilà comment ça se fait. Quels sont ceux qui sont astreints dans le registre, comment vous appelez ça, de la patente? Voilà ce qu'on appelle chiffre d'affaires. Voilà ce qu'on appelle bénéfice. Donc quand vous déclarez souvent, voilà ce qu'on appelle. Et vous devez donc faire comme ça avec vos factures d'eau, l'électricité. On lui dit non, madame, vous ne pouvez pas former les gens. C'est quoi ça? D'accord. Donc l'État veut quoi? L'État ne veut pas qu'on lui paie les impôts. L'État ne veut pas former les associations pour les rendre internationales. En tout cas, vous avez vu les images parfois de bastonnade publique de Bernard Djonga à Yaoundé. Vous voyez, ce type d'image participe à créer la peur.
au sein de la population, et on voit très bien pourquoi pour ces libertés-là, il y a beaucoup de restrictions qui sont faites jusqu'ici. On ne laisse pas un petit centimètre de liberté à ceux qui veulent bien revendiquer pour une meilleure vie. On va arrêter là pour les messages et prendre interpellation, écouter un Camerounais qui va nous donner son sentiment sur la marche du Cameroun. Moi, je pense que pour le développement du pays, il faut d'abord passer par l'emploi des jeunes. Il faut que les jeunes aient de quoi faire pour pouvoir développer le pays. Parce que nous, les jeunes, on manque d'emploi. C'est la raison pour laquelle le pays ne se développe pas. Oui, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont des paresseux, mais la plupart ne sont pas paresseux. La plupart manquent d'emploi, effectivement, ils manquent d'emploi. C'est vrai qu'il y a ceux qui sont paresseux, mais ce n'est pas de la part de tous les jeunes quand même. Élément donc réalisé par Cédric Chouna. On va faire un commentaire au Bengan sur ces jeunes. Oui, il faut d'abord que l'État du Cameroun et la République du Cameroun acceptent que ces jeunes soient des citoyens. Mais si tel est le cas aujourd'hui où le jeune est un indigène, donc nous sommes là pratiquement dans les années 30-40. Donc il faut partir donc du statut d'indigène à celui d'évoluer pour prétendre adopter celui de citoyen. Et donc, malheureusement, puisque là, le jeune ne peut même pas aller postuler pour être, je ne sais pas moi, un tchoughet au port. On vous dira que même être, comment vous appelez, que vous ne pouvez pas. Nous, on l'appelait les tchoughet, les gens qui travaillent au port. Vous ne pouvez pas être manœuvre à la construction de stade de Japouma. Vous allez faire quoi? Maintenant, vous sortez de l'école des ingénieurs, vous chômez. Vous n'avez pas fait l'école, vous chômez. Vous voulez donc que le jeune ait le statut de jeune aujourd'hui, c'est qu'il se bat pour ne pas mourir. Il ne se bat pas pour avoir une place au soleil. Vous me permettez de rapporter ici un commentaire d'une internaute qui racontait qu'après avoir obtenu son master, elle est allée s'inscrire au FNE, au Fonds national de l'emploi, et son agent lui a posé des conditions un tout petit peu bizarres, comme quoi ils devaient être ensemble si elle rêvait avoir un poste important, avec, dit-elle, des sous-entendus un peu rock'n'roll. Donc on voit très bien qu'il y a dans ce Cameroun des violations qui se font, et il y a cette impossibilité à faire justice, à faire en sorte que ça cesse. On est clairement dans un registre d'un pays. Ce matin, Chalamel, vous constaterez que j'ai les yeux un tout petit peu larmoyants, parce que je me rends compte effectivement avec ce qui se passe à Yaoundé aujourd'hui que nous sommes dans une vraie dérive liberticide. Et ça continue. Ça s'amplifie. Dictature. Non, je me fais ne pas employer ce terme-là pour ne pas copier Bobo Bengan. Il y a une dérive liberticide et c'est incompréhensible que les gens souhaitent aller pour les rigoles, pour les nettoyer les rigoles, qu'on les menace, que les gens choisissent dans un hôtel de faire une conférence. D'ailleurs, une première journée, on accepte. La deuxième journée, on vient interdire. Que des gens annoncent qu'ils vont inscrire des gens dans leur siège de parti politique, qu'on vienne là encore les menacer. Au final, dans ce pays, on n'a pas le sentiment, mais on est clairement dans une forme de dérive liberticide. On ne peut pas continuer comme ça. On va dire que la démocratie dans ce Cameroun, parce qu'on parle de démocratie, et c'est peut-être là où Bobo Bengan et moi, nous ne sommes pas d'accord, puisque on doit laisser le peuple décider de son avenir. Il y a un auteur français qui disait « Le peuple n'a jamais tort, mais il faut laisser le peuple définir son avenir, laisser les gens définir leur avenir. Si la majorité a décidé qu'on prenne tel chemin, qu'on prenne ce chemin. Et si on laisse la possibilité que ce chemin soit remplacé demain, 5 ans ou 10 ans plus tard, on va le remplacer. Vous dites que je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ce cantonnement, je suis au nom d'accord du nationalisme, monsieur c'est ce cantonnement au nom qui nous tue, qui nous perd sur ce continent. Oui. Combien sommes-nous au Cameroun? On ne sait pas. Combien sommes-nous au Cameroun? Pourquoi est-ce que le recensement qui avait été fait par Elisabeth Tanque
n'a jamais paru jusqu'à ce jour, monsieur Rifo Poussi. Pourquoi? Quelle est cette vérité qu'on cache et dont on ne voudrait pas faire connaître au Cameroun? Il y a le premier fait par Kodok qui n'a pas été lui aussi. Voilà, il a eu sa maison brûlée. Rappelez-vous. Oui. Merci. Donc, monsieur Rifo Poussi, combien y a-t-il de médecins au Cameroun? Combien y a-t-il d'avocats au Cameroun? Combien y a-t-il de magistrats au Cameroun? Combien y a-t-il d'enseignants au Cameroun? Combien y a-t-il d'ingénieurs? Combien y a-t-il de sportifs? On ne le sait pas. C'est confié aux mains des étrangers, notamment l'entreprise qui délivre les cartes d'identité. Depuis un an, monsieur Rifo Poussi, si vous prenez la rubrique interpellation, depuis un an qui est faite sur ce plateau, vous allez vous rendre compte que un seul sujet revient: emploi, 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 emploi. Mais à l'opposé, vous avez un gouvernement qui vous dit qu'on a recruté 350 000. On a créé 350 000 emplois. Non, je commence par 350 000 emplois. Avant, on a eu les 25 000. On a eu 350 000. Maintenant, on nous dit qu'on a 500 000 emplois. Mais de quel emploi parlons-nous? Il y a un paradoxe entre ce que les gens réclament et ce qui est dit. On ne connaît pas qui on soigne. On ne connaît pas qui on forme. On ne connaît pas qui on nourrit. On ne connaît pas qui finalement. Mais vous allez loin. Je parle des simples dockers. Pour décharger un bateau, on vous dit que vous devez payer. Voilà. D'accord, très bien. En tout cas, cher Amel, je voudrais un tout petit peu, voilà, qu'on marque un temps d'arrêt pour évidemment montrer une forme d'indignation face à cela. Un pays comme le nôtre ne doit pas basculer dans ce type de dérive. C'est inacceptable, c'est inadmissible d'ailleurs pour un pays comme le Cameroun, puisque on voit très bien que les années 90 ont contribué à ce qu'on atteigne un certain niveau et que l'on vienne remettre en cause ces acquis de manière systématique tous les jours et sans aucune vergogne. On ne peut que voilà, s'indigner face à cela. On va lire quelques messages, Karine Sontia, pour sortir définitivement de cette émission, en espérant que nos dirigeants, nos gouvernants nous écoutent et qu'ils peuvent comprendre. D'ailleurs, je reprends ici les termes de Tigor Nagui qui dit il serait peut-être sage de desserrer un peu la vis. Hein. Oui. Alors, on peut tromper un peuple un temps, on peut tout le temps tromper une partie du peuple, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Même le règne de Pharaon a eu une fin, mais comment donc? Un autre message qui nous parvient: les nominations sont d'abord des remerciements et ces cérémonies de remerciements sont des mascarades pour voiler les yeux des populations. Remercions le Nkunkuma pour toute cette souffrance que son régime en lui et lui nous ont infligé. Adrien depuis Bépanda. D'accord, merci beaucoup. On va surtout avec cette émission sur la fin envoyer beaucoup d'encouragement à ces personnels d'appui de l'université de Douala qui aujourd'hui sont en train de manifester parce que, comme vous le savez là encore, c'est très difficile même pour ces personnels d'appui des universités d'État de pouvoir suivre au quotidien parce qu'ils ont des conditions de travail tout à fait désastreuses. Voilà messieurs, c'est la fin de ce programme. On va se retrouver demain 10h. Merci de rester avec nous sur Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.